Yo, salut à tous ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième live du Frenchy Committee. Nous expérimentons des petits soucis techniques avec notre compte principal que je laisserai le soin à mon cher admin, mon cher co-admin Laurent d'expliquer juste après. Donc, pour nous accompagner ce soir, il y a notre petit gang habituel que vous connaissez. Moi-même, Olive, Laurent, qui est admin avec moi sur Sacramento FR. Yo, Flo, qui tient le compte SacTalkings FR depuis une époque dont nous ne connaissons pas l'origine. J'avais des cheveux à l'époque. Il y a les débuts d'Internet évidemment en 528. Anti-Basketix, que vous connaissez bien également, puis Adam, qui fait partie de notre team, qui rédige sur le site internet. Et il y a Nico des Marcus Divac, le fameux. Voilà, vous le connaissez pour différentes raisons, mais on va pas les exposer ici. Ce grossier personnage. Maintenant que les présentations sont faites, on va s'y mettre. Alors moi, j'ai un petit erratum à faire sur cette anecdote. Il y a tout le monde qui l'a insulté Divac ce soir-là, mais on n'a entendu que moi. Voilà. Pas moi, je tenais à pas dire moi, ça. vous savez, je ne peux pas insulter. Ah bon Divac. Ah, c'est pas toi qui as crié putain pendant 4 minutes. C'est pas de chance, ça, quand même. C'est pas de chance, Laurent. Ouais, donc du coup, on va commencer ce live. J'ai juste expliqué en 2-3 mots le petit problème technique qu'on a. J'ai créé ce compte en juillet 2017. Il fallait associer un numéro de téléphone au compte, ce que j'ai fait à l'époque. Entre-temps, j'ai changé de numéro, j'ai pas changé sur le compte. Donc du coup, aujourd'hui, on nous demande de mettre le code reçu via le message sur mon ancien numéro. Mais le numéro n'est plus attribué, donc voilà, on est un peu bloqué par rapport à ça. Ça va prendre quelques jours, le temps que Twitter nous répond. Donc voilà, on est vraiment désolé. Ça tombe au pire moment, là, à la veille de la reprise. On aurait préféré que ça tombe au mois de septembre quand il n'y avait rien, mais bon, malheureusement, on ne choisit pas ce genre de choses. C'est totalement ma faute, donc voilà, je m'en excuse. Vieil homme que je suis. Le petit gang qui est ici, là, savent très bien que j'ai pas de mémoire, j'ai pas de cerveau, enfin, j'ai plus de cheveux, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, c'est clairement de ma faute et je m'en excuse pour ces prochains jours. On a fait appel à la solidarité de la communauté, Merci à tous, d'ailleurs. NBFR qui ont largement retweeté mon compte perso pour nous permettre d'atteindre un petit peu de monde quand même. Merci Flo, je suis d'accord avec ton message de ce matin d'ailleurs. Ça sent le putsch une fois qu'on a récupéré le compte, je sens que les codes vont être changés. Évidemment. C'est logique. C'est une manigance digne de Game of Thrones, là, c'était rondement mené. Dans la stratégie. Tout est dans la stratégie. Bon, on va tranquillement s'y mettre, selon le petit programme qu'on avait balancé un petit peu plus tôt. Donc, on va, dans un premier temps, on parlera de la draft, puis de la free agency, un petit peu du training camp, et puis enfin, on se fera une petite preview de la saison à venir. Donc, rapidement, sur la draft, elle a eu lieu en novembre dernier. Donc, nous avions même fait un petit live. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble, donc c'était bien sympa. Pour résumer, les Kings avaient le pick 12, 35, et 43 et 52. Avec le pick 12, nous avons sélectionné Tyrese Haliburton, un petit peu à la surprise générale. Ensuite, avec notre pick de second tour, on a récupéré Robert Woodard, the second, ainsi que Jamius Ramsey. Et puis le 52, on l'a bazardé dans un trade que j'ai toujours pas compris. Donc voilà, à chaud, la réaction sur Tyrese Haliburton était un petit peu bizarre parce qu'on ne connaissait pas trop le joueur. Il n'y a que Nico, comme d'habitude, qui aime bien insulter dès qu'on fait un show, de toute façon. Nico, non, Haliburton, on peut en parler je vais en parler de 2 minutes. Bah, vas-y. Il est très intelligent, donc il a appris tout le playbook. Comme m'a dit Anti-Basketing sur Twitter, c'est peut-être parce qu'il fait une demi-page, mais il est très intelligent, il est apprécié de tout le monde. Il sait pas, tu vois, si je devais mettre ma maison sur un joueur qui sera jamais chopé avec de la bœuf, des armes, en train de taper sa copine ou à l'arrière d'un strip club, je pense que je peux mettre Haliburton les yeux fermés. Il n'y a aucun problème. Sur pick and roll, il est très bon, c'est un très bon passeur, bon catch and shoot. Mais le gros problème que j'ai, c'est comment tu es meneur titulaire en NBA sans pouvoir tirer après un dribble, sans pouvoir tirer après un écran. Et là, il y a les Américains qui m'avaient dit, sur la draft où j'étais un peu bizarre, m'ont dit, mais non, tu connais rien. Et les mêmes, ils ont dit, il a un shoot bizarre quand même. Il part vachement bas, puis il caresse un peu la balle avant de tirer. Ouais, il fait tourner un peu dans ses mains, c'est assez étrange. Ouais, c'est vraiment bizarre.
C'est très bizarre comme technique. Et il y en a beaucoup qui comparaient ça à Sean Marion, à Kevin Martin. Moi, je le comparerais à un autre meneur qu'on a vu il y a 4 ans, il s'appelle Lonzo Ball. C'est à peu près le même profil. Donc pour jouer à côté de Fox, c'est très bien. Maintenant, si le plan, c'est de le mettre titulaire de la fin, premier ball handler de la seconde unit, il va se casser les dents. Et il y a une rumeur, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand il disait, qui a dit 2-3 jours après la draft, il a demandé à d'autres équipes de ne pas le prendre pour aller aux Kings. Ouais, il a fait exprès de glisser, ouais. Il a fait exprès de glisser. Et quand tu réfléchis, ça veut dire que c'est un gamin qui est intelligent, parce qu'il sait qu'il ne sera pas bon en premier ball handler en NBA, et que les deux équipes qui étaient très chaudes sur lui, c'était Détroit et New York, et qu'il allait avoir la balle tout le temps. Et qu'il connaît ses défauts, c'est un travailleur, mais une technique de tir, ça ne change pas comme ça, surtout quand elle est aussi bizarre. Ah, mais en même temps, quand tu es Après, meneur, on ne demande pas de prendre 25 tirs par match. Hein. non, mais on demande de pouvoir être au moins une menace en sortie de dribble. Il y a un pick and roll en NBA, tous les intérieurs, ils vont reculer de 2 pas, puis ils vont lui dire vas-y, shoot. Tu trouves que Fox, il a un vrai shoot après dribble? Moi, je trouve pas. À côté, mais à côté, c'est Ray Allen. En sortie de dribble. Par contre, en catch and shoot, je ne me demande pas comment, c'est immonde. Il a une mécanique, c'est horrible, mais ça rentre. Mais en pull-up, en NCAA, il est à 28% en sortie de dribble. 28%. C'est pas bon du tout. C'est un joueur bon. Aussi. On se plaint, on a beaucoup pleuré parce qu'on ne va jamais sur la ligne des lancers francs. Et il a shooté. On y va avec Fox, c'est pas top. Hein. Ouais, on y va avec Fox et Bagley. C'est les deux seuls. Après, c'est pas le boulot de Bud Hill d'aller chercher des lancers francs. C'était pas le boulot d'Harrison Barnes, c'est pas le boulot de Bogdan. Mais Haliburton, il a shooté 28 lancers francs en 2 ans. Il ne pénètre pas. Moi, ce que j'ai compris de l'analyse qui en est faite, bon, Nico, j'ai pas étudié le joueur autant que toi, peut-être, mais de ce que j'en ai compris, c'était quand même reste un relativement bon catch and shooter, tiré en spot-up. Donc voilà, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir aller chercher. Fox qui va créer des fixations, qui va chercher Haliburton sur l'aile, peut-être, trouver des tirs démarqués. Avec Fox, c'est ça, ça va être intéressant. Avec Fox, c'est très, très bien. Nico, moi, j'avais une remarque. Tu disais justement que lors de notre précédent live, il n'était pas capable trop d'absorber quand il rentrait, il n'absorbait pas bien physiquement. Justement, quand tu dis que c'est un joueur intelligent, il sait que justement, s'il rentre dans la peinture, il va se faire manger. Justement, je préfère un joueur à la limite qui ne rentre pas et qui tente de loin plutôt qu'il rentre et qu'on perd la balle. Le truc, c'est que ça fonctionne en fac, en fait, mais en NBA, ils ont quand même s'il y a beaucoup d'équipes qui ne défendent pas, et on est les premiers à pas défendre, mais ils ont quand même des coaching staff, des staffs vidéo, où ils vont étudier son jeu, et ils vont lui dire, bah écoutez, on va te défendre à 3 points, puis on va te laisser l'arceau libre. Et comme il est très lent à tirer, son shoot il part de très très bas, il va souvent se faire contrer en NBA. Et comme il ne pénètre pas, parce que, à mon avis, comme tu dis, il est très intelligent, donc il sait qu'il ne faut pas qu'il pénètre. Et surtout, il n'a pas d'explosivité. Son premier pas, il est correct. Hein. Et quand il va face à un pivot, il sera plus rapide que lui. Mais il va déborder un meneur, j'ai du mal à le voir. Donc, en deuxième option offensive à la Bogdan, pour remplacer Bogdan, c'est très très bien. Si tu le fais jouer avec Corey Joseph, on n'a pas fini de pleurer. Je pense que ce sera la fin de ce live. Après, c'est Non. Mais après, en 12, sur le coup du live, j'en voulais pas trop parce que j'étais dans le feu du truc et que je ne réfléchis pas. En 12, vu notre GM qui dit je veux le plus grand talent, est-ce qu'il y avait plus haut plafond qu'Haliburton? Non. Est-ce qu'il y avait plus haut plancher? Oui. Mais c'est pas ce qu'on cherchait. Et Haliburton, c'est un joueur qui a shooté exclusivement soit sous le cercle, soit à 3 points en fac. Il a dû prendre 10 shoots à mi-distance. Donc pour Monte McNair, qui est adepte du Morey Ball, ça tombe aussi sous le sens. Après, c'est un choix qui a été salué par tous les spécialistes. Hein, comme quoi, c'est potentiellement le style de la draft. Pour moi, le style de la draft, il est en 21. Mais bon. En 12, oui. Quand je vois que Jalen Smith, il est parti en 10. Ça, c'était très très haut pour Jalen Smith, quand même. C'était très haut. Mais après, ça reste un bon joueur. Mais ça reste haut. Mais en 12, maintenant que tu réfléchis à froid, oui, en 12, c'est pas déconnant. C'était pas mon meneur préféré. J'aurais préféré prendre Tyrese Maxey. Maintenant, le duo avec Fox est bon. Sur le papier, c'est très bon. Ouais, maintenant, à voir ce qu'il va donner. Et surtout, il y a un truc qu'on va aimer tous ici. C'est je pense qu'il va remplacer Harry Giles dans notre kicker. C'est un bon mec, c'est un bon gars. Il est tout le temps en train de sourire, il est tout le temps en train de rigoler. C'est un très bon coéquipier. Ouais, c'est un N'Golo Kanté, quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Tu peux pas ne pas aimer l'homme à Haliburton. Et c'est ce qui ressort des premiers entraînements, en fait.
Ouais, c'est ça. Et après, On a vu, on en parlera tout à l'heure un petit peu de ce qui est ressorti des training camps. Mais voilà, chose, c'est quand même un joueur qui a quand même l'air de s'être vite intégré au groupe, qui comprend vite les systèmes de jeu qui lui sont donnés, voilà, qui aime jouer avec les autres, qui est quand même facile à vivre. Donc, bon, c'est un point positif. On n'a pas encore récupéré sur un ça, Emile sur ça, il y aura aucun problème. Sur l'adaptation d'Haliburton en NBA, même si c'est pas un All-Star, parce que pour moi, il ne sera pas All-Star, au mieux, il ne pourra pas bust en fait. Il est trop intelligent pour buster. Ça veut dire que c'est pas comme un Thomas Robinson ou un Ben McLemore qui, parce qu'ils ont été pris haut, se prennent pour ce qu'ils sont pas en fait. Ouais. Il sait très bien qu'à un moment, il saura reconnaître que bon bah j'ai pas le niveau pour faire ça. Si je veux rester en NBA, bah faut que je fasse autre chose. Il faut que je m'adapte. Et ça, il saura le faire. Alex, Flo, vous en pensez quoi? Après, moi, j'ai pas trop suivi tout ce qui était draft, donc là, je le laisse parler. Mais là, il vient de parler de Thomas Robinson et Ben McLemore. C'est deux mecs qui, comme Haliburton, ont glissé, qu'on nous a annoncé comme des styles. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, moi, je me méfie quand même un petit peu toujours des analyses d'après-draft. Oui, Ouais, parfois. assez d'accord. Parce qu'on nous l'a vendu comme Ray Allen, quand même, Ben McLemore. Donc, depuis ce jour, les comparaisons, on attend de voir sur le terrain quand même. Même si la mécanique de comparaison, McLemore n'est pas dégueulasse, il le prouve aujourd'hui. Hein. Après, ouais, c'est ce que je voulais dire sur le shoot d'Haliburton, c'est qu'il soit dégueulasse et qu'il rentre, c'est mieux qu'un Ben McLemore qui est un des plus beaux shoots de NBA et qui en met pas un dedans. On Donc a au eu quand final, même Martin et c'est ce qu'on Stojakovic qui veut. n'avaient pas des mécaniques ultra fluides. Quoi. Non, Non, c'est mais clair. la mécanique de Stojakovic, elle partait pas au niveau de la hanche pour caresser un peu la balle et remonter au niveau de la tête en fait. Il partait C'est bas, hein, le shoot de Stoya. Hein. Stojakovic, il ah oui, partait très bas, ouais, il partait de la hanche quasiment. Ah ouais, ouais, mais bien bas. il partait vite. Là, Liberton, vous voyez sur les vidéos Et quand Kevin Martin lui sortait la balle de sa poche, quoi. Ouais, si, ouais. Mais encore une fois, Ouais. Stojakovic, il posait pas de dribble. Kevin Martin, il posait pas de dribble. Il prenait la balle, il shootait. À Liberton, on va lui demander de poser un dribble et on va lui demander juste, pas de mettre 50% de ses shoots, on s'en fout. Juste, tu prends un écran et tu es capable, en sortie d'écran, de sanctionner pour Ouais. pouvoir qu'un mec sorte sur toi. Juste ça. C'est comme quand on va parler de Bagley tout à l'heure, on va dire sûrement, il faut qu'il travaille son shoot à 3 points. On va pas lui demander de devenir Ersan Ilyasova ou Bielcha. Juste, tu es capable de le mettre pour forcer les défenses à sortir. Et ça, c'est compliqué actuellement. Dans, Mais dans il un, va dans un schéma, pardon, dans un schéma de jeu où il jouerait avec Fox, il n'aura même pas besoin de poser un dribble en fait. bah, c'est ça. Ce serait comme Buddy Hield en 2018-2019. Le mec, Buddy Hield, il n'avait pas besoin de poser un dribble. Et Bah, Fox, il allait, ça fait Fox, il Tant allait, il mieux, et tant ressortait, mieux ça rentrait. d'ailleurs, parce qu'on voit ce que ça donne quand il pose des dribbles. Ouais, c'est ça, ouais. Il est surtout là le problème. Ouais. Donc, ouais, non, à Liberton, quand tu réfléchis à froid, le fit avec Fox peut être incroyable parce qu'une fois que Fox aura créé des décalages, l'autre, il est tellement malin, il est tellement fort, il est tellement bon passeur qu'il peut te trouver une passe n'importe où. Mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien le fit avec Lonzo Ball et de Fox. Et on a souvent mis les deux en comparaison. Mais moi, je trouve qu'ils sont vachement complémentaires et ces deux-là, ça peut le faire. Ouais, Maintenant, encore une fois, si tu dis on fait jouer Buddy le titulaire, ce que je peux comprendre, hein, le mec il a son contrat, ça reste un des top 5 shooters NBA, il n'y a pas de problème. Mais si le plan de jeu c'est de donner la balle à Liberton et Corey Joseph, c'est compliqué. Théo, justement, tu viens d'arriver, on parlait un petit peu d'Haliburton. Ouais, ce que j'ai Tu avais réagi dessus le soir de la draft, du coup, t'en penses quoi, toi, de l'adaptation dans l'équipe des Kings? Bah, après, comme j'ai peu d'espoir sur le fait que Buddy Hield reste toute la saison à Sacramento, je pense que du coup, l'adaptation d'Haliburton se fera vraiment à ce moment-là. Je pense qu'on lui donnera beaucoup plus de minutes à ce moment-là sur le backcourt. Donc, je pense que le projet, c'est de le faire jouer combo, un ou deux, d'être en même temps le backup de Fox, en même temps être une solution viable au poste 2. On va pas lui demander pour l'instant, je pense qu'on va pas lui demander trop de porter la balle. Je pense que ça peut être un joueur intéressant s'il est bien utilisé. Après, moi j'ai toujours du mal avec Luke Walton et son utilisation des joueurs. Donc à voir. Après, il peut être très très intéressant, je pense avec cette équipe-là parce qu'il il convient assez bien au style de jeu de Fox et c'est ce qui va lui être demandé de toute façon. Ouais, carrément. Je vais rebondir 30 secondes sur Ouais, Luke Walton vas-y, pour Nico. compléter ce qu'il disait. C'est que Luke Walton, il a eu, comme moi je le compare beaucoup à Lonzo Ball, il a eu 3 ans, Lonzo Ball, ou 2 ans, je sais plus, 2 ans. Luke Walton, et la deuxième année, quand LeBron arrive et que Lonzo a plus du tout la balle, il en fait un spot-up shooter. Tous les fans des Lakers sont insultés parce qu'il était un spot-up shooter, qu'il n'avait plus la balle. Mais Lonzo Ball en spot-up shooter, c'est 38% à 3 points, et de façon régulière. Donc s'il l'utilise comme ça, en profitant des drive-in kicks de Fox, ça peut être très bien.
Maintenant, ça reste Lucky Luke. On ne sait pas ce qui peut popper dans son esprit. On a recruté Alvin Gentry. Voilà. On a Ça quand peut être même très compliqué. un GM qui tient la route et qui a l'air de vouloir instituer des principes de jeu assez clairs quand même. Donc je pense que sur ce point-là, il a l'air quand même de s'enrichir de ce que lui dit Monte McNair, des analytics, un peu de tout ça. Donc je trouve Walton un peu plus rassurant dans ce contexte-là, que même si ça reste un coach quand même aujourd'hui très limite, C'est la je trouve ça pré-saison plus rassurant. L'année dernière, il est arrivé, il a dit on va défendre. Hein. Ah, on va défendre. On va être une top 5 équipe de la ligue. Il avait Ah, dit. on en a pris Ça 140 va. dans toute la bulle. On l'a entendu. Hein. On entend toujours. Hein. Non, il faut couper les micros des gens, les Media Days, c'est plus possible. De toute façon, il y a 30 équipes sur 30 qui vont défendre si tu écoutes les Voilà. médias. Et c'est jamais le cas. Donc, ça Sauf faut- le Knicks, ça fait 29. Ouais, 29, parce que les Knicks, c'est vrai. Quoique maintenant, ils ont Thibodeau, donc maintenant, il y en a 30 qui te disent qu'ils vont défendre. Ah, moi, Flo, je veux ton avis parce que du coup, tu étais un peu comme moi, tu étais un peu optimiste vis-à-vis de Walton. Vu qu'on Sur parle de- Walton, Ouais, quand il est arrivé, même à la fin de la saison, où tu étais plutôt d'accord avec moi parce que je disais que cette saison, elle a été compliquée, elle a été marquée par l'arrêt de la saison, par les nombreuses blessures que nous avons eues. Mm. Et tu étais plutôt d'accord avec moi sur le fait de dire, laissons-lui une deuxième saison pour voir vraiment avec un groupe, espérons-le à 100% sur toute la durée, ce qu'on peut faire. ouais, alors bon, il y a quand même des trucs qui m'ont vraiment, vraiment gonflé, notamment l'utilisation qu'il a eu de Buddy Hield la saison passée. Ça, pour moi, c'est vraiment criminel, quoi. Mais pour autant, je suis pas encore tout à fait il faut absolument virer Walton. Malgré tout, il faut quand même rappeler qu'une très grosse partie de la saison, il a joué il a joué sans Fox. Il a coaché sans Fox dans son effectif, sans Holmes, qui était une pièce importante. Bagley, il a pour ainsi dire pas joué de la saison, donc il manquait quand même pas mal de joueurs importants. Bogdan aussi. Et jusqu'au mois de mars, jusqu'à ce qu'il y ait 4 branquignoles qui décident d'aller à Sacramento pour foutre le bordel. Tout allait bien jusque-là, en fait. Hein. Ouais, à ce C'est moment-là, parti en couille à ce l'équipe. moment-là. Ouais, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que les Kings étaient sur une vachement bonne dynamique, quoi. Ouais, à l'Ouest, ils étaient top 2 en termes de forme. La forme de l'équipe, il y avait les Lakers par devant. Après, c'est vrai qu'on a fait pas mal de victoires et c'est On vrai que je pense était, on était à 7 victoires sur les 10 derniers matchs de mémoire. Et on était 9e ex aequo avec Portland à 3 matchs et demi des Grizzlies, un truc comme ça. Ouais, c'est bien parce Ouais, qu'on c'était a ça. 70% de victoires, on arrive à Sacramento, on n'en a pas vu une seule. Donc c'était très bien. Il y a un match qui n'a pas été joué. On aurait pu penser que peut-être on aurait pu avoir une victoire à ce moment-là. Mais on sait qui est le chat noir. Hein. Je pointe pas Alex du doigt, mais je pense que j'ai pas besoin de le faire. N'est-ce pas, Alex? Non, je pense pas que c'était ça, mais Ouais. c'est vrai qu'il faut quand même remettre dans le contexte ce que Walton a fait l'an dernier, parce qu'il a quand même enchaîné. C'était pas juste Fox, Hill, Bagley qui manquait, c'était à chaque fois un enchaînement. Donc il a jamais eu, en fait, depuis le match 1 où Bagley se blesse directement, il a jamais eu l'effectif au complet au final. Donc si tu regardes vraiment en détail, c'est. Attends, on m'entend? Ouais. Ouais, j'avais perdu la connexion. Si tu regardes en détail, tu vois quand même qu'il y avait quelque chose de bien qui se faisait, même si après, ouais, sur la gestion du groupe, c'était un peu n'importe quoi, mais sur le terrain, tu avais quand même des choses intéressantes. Donc, il faudra lui laisser le bénéfice du doute. Et de toute façon, vu ce qu'il est payé et vu le nombre d'années qu'il a encore sur le contrat, tu n'as pas le choix. Mais c'est toi d'ailleurs, Alex, qui avait mentionné très justement que on n'avait fait qu'un seul match ou 2 matchs avec l'effectif au complet de la saison. Ouais, c'est ça, parce que Bagley se blesse au premier. Bah, ça doit être le premier match où on est au complet. Après, c'est tout. Non, je crois qu'il y en a un autre. Il y en a un autre en cours de saison, si je ne me trompe pas. Hein. Il se blesse à Phoenix et derrière Fox se fait l'entorse, je crois, le même match. Buddy rate pareil à partir du 4 ou du 5. Et une fois que Buddy revient, Bogdan se blesse. D'ailleurs, Donc ouais, ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, on va rapidement reprendre notre fil conducteur. On a parlé un petit peu de la draft, on a parlé un petit peu d'Ali Burton. On a aussi sélectionné 2 garçons qui sont Robert Woodard et Jamias Ramsey, qui sont des pics du coup de second tour. Donc, c'était un petit peu pas surprenant, mais bon, on ne s'attendait pas trop. Voilà, on ne savait pas trop qui on allait sélectionner au second tour. Et puis, bon, plutôt une bonne surprise,
puisque Woodard, il a l'air de présenter un prototype un petit peu 3D. Ça a l'air d'être un joueur assez athlétique, assez, qui est très dynamique, qui peut donner de bonnes choses. Voilà, donc si quelqu'un veut réagir sur ces drafts, c'est quelqu'un qui les avait un petit peu vus avant. Je pense que si c'est pas Nico, personne pourra en parler. Alors, je vais réagir un petit peu. Alors, Boudoir, moi, je l'ai vu un match, parce qu'il joue dans une fac, une petite fac, une fac moyenne, on va dire, Mississippi State. Et je l'ai vu en regardant Villanova, parce que je regardais Saddiq Bey. Il a éteint Saddiq Bey et Villanova. Il a été exceptionnel. Il était très, très bon. Il a tout fait. Très bon rebond, très bon en défense, très bon au shoot. Donc après, je me suis dit, bon, c'est qui ce mec-là? Je suis parti me renseigner un petit peu. Très talentueux. Le problème, c'est que j'ai regardé un peu leur calendrier parce que j'ai vu le match en replay contre Villanova, c'était l'année dernière. Et les 2 matchs d'après, ils jouent 2 facs très moyennes et ils sont nuls et ils se font taper. Et apparemment, c'était le gros problème de Mississippi State cette année, c'est que quand ils jouaient une grosse équipe, ils étaient tous motivés, ils étaient tous très bons. Et quand ils jouaient une équipe de leur niveau, ils se faisaient taper pitoyablement. Donc, il y a pas mal aux Kings. Hein. Et blague à part, c'est un bon shooter. C'est un bon défenseur, il fait 2,3 m pour 120 kg. C'est une armoire. Hein, quand on compare à Bagley, qui lui est très fin, très agile, l'autre, c'est un bus. Bon défenseur sur l'homme, il peut défendre le poste 3-4 assez facilement. Je pense qu'il a le physique pour défendre sur les 5 small ball. Peut-être pas la taille, mais au moins le physique, la puissance. Donc, moi, je l'avais à peu près à cet endroit-là, peut-être un peu plus haut, fin de premier tour. Mais il y a tellement eu de trucs incompréhensibles en fin de premier tour que bon. Et l'autre, c'est James Ramsey, qui était dans une fac correcte, Texas Tech, et qui, comme freshman, a pris le lead de l'équipe, ce qui est assez rare dans des facs hors top 5. Donc, en dehors de Duke, en dehors de Kentucky, ce type de fac-là qui prend que des one and done pour mener l'équipe, c'est assez rare d'avoir un freshman qui est leader. Lui, il l'a été. Il peut marquer en pénétration, il peut marquer en mi-distance, il peut marquer à 3 points. Il ne défend pas. Il essaye, mais il est perdu, il ne sait pas, il a 19 ans, il est très jeune. Donc ça va être un prospect à peaufiner. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 mecs qu'on a signés à des contrats garantis pendant au moins 2 ans. Donc pas de two-way pour ces 2-là. Donc ils seront sur le banc et voire peut-être même défendre G-League, je pense qu'ils iront. Les 2 ont un contrat de 3, au moins 3 ans. Il y en a qui a pris 4 ans, je crois. Il y en a qui a pris 4 ans, Woodward a pris 4 ans, il me semble. Woodward a 4 ans, dont 2 ou 3 garanties, ouais. Donc 3 garanties et Ramsey, il en a 3 et 2 garanties. Chose que n'ont pas eu Guy et James la saison dernière, à peu près dans les drafts de second tour. Je pense que les 2 auront une carrière NBA, mais pas Guy. Autant Justin James, je ne le connaissais pas, ils sont d'une toute petite fac l'année dernière. Il m'a plu sur ce que j'ai vu. Autant je pense que Kyle Guy, c'est la dernière année et l'an prochain, il est en Europe. Il a tout pour aller en Europe, ce mec-là. Il a beaucoup de talent, mais physiquement en NBA, je pense qu'il est trop léger. Il va jouer à Nanterre, comme ça, Olivier, il pourra aller le voir. Non, mais tu vois, un mec comme. Il a un peu le même profil au niveau physique qu'un Kevin Pangos qui avait il y a 7 ou 8 ans en NCAA, qui était très bon, un truc qui était à Oregon, de mémoire. Il était très bon. Le problème, c'est qu'en NBA, il lui manquait ce petit physique. Et là, il est en Euroleague, il est très bon. Donc, Calgal, c'est ce profil-là. Pour revenir à nos petits drafts de second tour, là, ce que j'ai retenu un peu de Woodard, c'est que c'était quand même, au-delà de son physique, un gars qui semblait être assez NBA ready, qui pouvait apporter de suite. Tu as dit, Nico, du coup, capable, avec son physique, de défendre sur l'homme, capable de planter les shoots. Donc, je pense que le fit va être intéressant, d'autant qu'on manquait un petit peu de profondeur sur les ailes. Donc là, on va voir Ballard, on va voir Glenn Robinson, on va avoir Woodard. Donc ça va être... on a quand même de quoi faire maintenant par rapport aux années précédentes. Si je pose une question à Flo, qui est le plus ancien ici, Woodward, ça fait combien de temps qu'on en rêve de ce type de joueur au niveau du profil? Ouais, là, je sais pas, mais effectivement, les postes 3 de ce type-là, ça fait des années en fait qu'on court après. Et là, on a Barnes, Glenn Robinson 3, Woodard. On a presque trois profils à peu près similaires qu'on n'a pas eu pendant des années. Et bon, ça en dit beaucoup sur le type de profil que McNair recherche. Hein. Très clairement, lui, il veut des joueurs athlétiques, des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à plusieurs postes avec un minimum de shoot.
Et donc c'est. Enfin, moi, Woodard, il m'intrigue énormément, hein. Et je pense que les Kings ont grands espoirs en lui. Il n'aurait pas signé pour 4 ans sinon. Et de ce que j'ai vu, de ce qu'il dit aussi, hein, ça a l'air d'être un gars qui a la tête sur les épaules, qui a tout à fait conscience de son rôle. Il a très bien dit, moi, j'ai pas, mon jeu, c'est pas d'avoir la balle dans la main, c'est de courir, défendre et prendre des shoots ouverts. Donc, il a l'air d'être assez clairvoyant sur quelle peut être sa place en NBA. Donc, c'est intéressant. Non, et puis je pense... Pardon, Et, excuse-moi Théo. Juste Ouais, une question globale, quelle sera sa place dans le roster? Sachant que dans la hiérarchie, ce sera Barnes, puis Glenn Robinson, puis Woodard. après, moi, ouais, Pas sûr pour Glenn Robinson, hein. cette question est pas parce qu'après, Glenn Robinson, à voir ce qu'il va donner sur le terrain, parce que Woodard, s'il reste sur les mêmes standards qu'il a eu en NCAA l'année dernière, c'est-à-dire autour de 43% à 3 points, il va très vite se faire une place dans le roster et il va très vite être pouvoir très utile en attaque avec un passeur de la qualité de Fox ou même Haliburton qui peut lâcher la balle. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il a pour son poste, il a une très grande envergure. C'est quelqu'un qui a 2,18 m d'envergure, donc au poste 3, ce qui peut être très solide, il peut même jouer 4. Et pourtant, il est que un peu au-dessus de 2 mètres. Il est autour des 2,02 m, 0,3 après. Tout dépend des mesures officielles, hein. Ils sont capables de nous monter à 2,07 m, alors que pas du tout. Mais c'est un joueur qui peut vraiment beaucoup apporter. Et je pense que si il confirme les attentes placées en lui par Monty McNair, il peut très très vite sauter Glenn Robinson dans la rotation et devenir le backup de Barnes au poste 3. Il a tendance à faire des fautes ou pas? Un peu comme Giles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors moi j'ai pas, c'est un peu pareil que Nico, j'ai pas regardé beaucoup Mississippi State l'année dernière. Autant Texas Tech, je me suis bouffé pas mal de matchs, donc James Ramsey, je sais à peu près quel profil de joueur. Woodard, j'ai pas vu beaucoup de matchs. Maintenant, il a tendance des fois à faire un peu des fautes bêtes au profil, un peu comme Jaren Jackson Jr. à Memphis, c'est-à-dire ce joueur qui a les capacités athlétiques et qui est capable d'être un très bon défenseur, mais qui des fois va se jeter un peu dans le vide ou va faire des fautes un peu bêtes. Donc, à voir en NBA, coacher, etc., comment sa progression se fait. Ça reste des jeunes joueurs. Et s'il était tout de suite NBA ready à défendre sur tous les 3 et tous les 4 de la ligue, ce serait un complet style de draft. Donc là, à voir maintenant, à lui de progresser aussi. Je pense que arriver dans un vestiaire comme les Kings où il n'y a pas trop de bons défenseurs, mais où il y a pas mal de bons attaquants, il va vite progresser en défense quand il va devoir défendre des Buddy Hield ou voire même des De'Aaron Fox par moment à l'entraînement. Je pense que ça va forcément le faire progresser très vite. Ouais, je suis d'accord. Il est à 2,5 fautes en moyenne l'année dernière à Mississippi State, sachant qu'il jouait 33 minutes par match. Donc il jouait beaucoup. Donc ça reste correct. Tu as comparé ça à Jaren Jackson. Dans le type de faute, ouais, c'est-à-dire que les 2 matchs que j'ai vus, c'est des fautes d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il veut y aller, de naïveté. Ouais, c'est ça. Et sauter trop tôt ou sauter trop vite. Voilà. Ça va être des questions de timing qui va lui manquer, notamment au contre. Alors qu'il a les bras pour, il va lui manquer le petit timing, donc il va sauter trop tôt, offrir un N1 un peu bête à l'adversaire, mais ça reste quand même un défenseur très solide. C'est ça. Par contre, Jaren Jackson, lui, prenait 4 ou 5 fautes par match, même en fac. C'était assez terrible à Michigan State de voir ça. Oui. Mais ouais, non, donc Woodward, mais moi, même déjà là, Woodward, il est devant Glenn Robinson, en fait. Glenn Robinson, il est là pour 1 an. On en parlera après, mais pour moi, tous les contrats qu'on a signés d'1 an, on est là pour les mettre en valeur, pour mieux les dégager au mois de mars durant la trade deadline. Hein. Donc, moi, si je dois faire jouer, je dois faire jouer mes jeunes. Glenn Robinson, je sais que c'est pas mon futur. Fais-moi jouer Woodward, quoi. Woodard. Justement, Nico, tu as fait une transition parfaite vers notre prochaine partie d'émission, qui du coup, on va parler du coup de ce qui s'est passé à la Free Agency. Je pense que j'aurai l'avis beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi pour dire que ça nous a fait un petit peu péter un câble, qu'il ne se passe absolument rien pendant une semaine. Mis à part la prolongation de De'Aaron Fox, on y reviendra, de 163 millions sur 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, dès le premier jour de Free Agency, l'offre était prête sur la table, on l'a prolongée, c'était un move logique. Je pense que personne ici ne pensera différent. C'est la chose à faire de toute façon. Oui, c'est le futur des Kings, de toute façon, il n'y a pas autre chose à faire. Ouais, voilà, donc on signe Fox, donc évidemment est notre franchise player, on lui file les clés de la franchise pour les minimum 6 prochaines années. C'est un contrat qui a été donné également à Jason Tatum, à Bam Adebayo, donc c'est pas du tout scandaleux de voir Fox attraper un contrat comme celui-là, un contrat maximum en sortie de deal rookie. Donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu vos avis sur cette prolongation, ce que ça vous inspire, si du coup ça met une pression supplémentaire à Fox pour les années à venir ou pas.
pour moi, ça ne lui met pas forcément de pression à venir parce que son rôle sera sensiblement le même. Hein. C'est pas, ok, il va changer, il va prendre une grosse place du cap de Sacramento, du fait qu'il prenne un contrat max. Maintenant, ça reste le franchise player. On va lui demander exactement la même chose que l'année dernière et qu'il y a 2 ans. Donc, moi, je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, les clés du camion sont dans les mains de Fox et fais-toi plaisir. Hein. Là, de toute façon, l'objectif de Sacramento n'est pas de faire les playoffs. Donc, c'est à lui de se faire plaisir et de montrer qu'il progresse dans certains domaines du jeu, notamment sur demi-terrain où par moment il peut être un peu frustrant malgré son talent. Mais moi, c'est logique et je pense que c'était la bonne chose à faire. Donc, voilà. Comme l'a dit très justement Trash Talk dans leur apéro des previews des Kings, c'est que si jamais tu prolongeais pas Fox au max cet été, c'est que tu étais vraiment la pire franchise NBA, quoi. C'est possiblement le seul move logique que tu pouvais faire cette intersaison. Le reste autour, on y reviendra, mais bon, c'est du complément. Le seul truc que tu avais à faire, c'est prolonger De'Aaron Fox et c'est fait. Donc c'est une très bonne chose. On se tourne vers le futur, on se tourne vers notre talent, notre jeunesse. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a encore des gens qui arrivent à critiquer le fait qu'il ait pris le contrat max, machin, parce que les Kings. Et parce que par rapport aux joueurs qui ont été prolongés avec le même contrat, ces joueurs sont All-Star, sauf Fox. Maintenant, si on fait pas ouais, ça. Mais Bam Adebayo sur un aussi. Il est All-Star, Adebayo, pardon. Oui, il est All-Star Adebayo. Ils sont tous All-Star. Hein. Oui, mais je veux dire que les deux joueurs de la même QV que sont Jason Tatum et Bam Adebayo sont à l'Est. Ouais, ça doit être un peu plus compliqué. Fallait le faire, de toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, oui, quand t'es Sacramento, t'as pas le choix. Hein. Tu mets max et c'est tout. Hein. Tu peux pas avoir mieux de toute façon par free agency. Donc tu lui mets le max et t'espères que dans les 5 ans, tu arrives à faire quelque chose autour. Tu vas faire quoi? Tu vas lui proposer 96 sur 4 comme tu as fait avec Bud Hill? Mais le mec, jamais il va accepter. Tu es obligé. C'est le visage de la franchise. Je pense que Bagley, on verra la saison qu'il va faire cette saison. Il peut avoir, je ne vais pas dire ce style de contrat, mais il va prendre aussi un gros contrat. Et Fox et Bagley et maintenant Haliburton, c'est l'axe du futur. Donc ces trois-là, et comme on l'a déjà dit et on l'a tous un peu dit, à part ces trois-là, tout le monde peut dégager dans l'effectif. Donc on est obligé de s'aligner sur des contrats sur ces joueurs-là. Maintenant, là, on parlait de la free agency. On va en parler après parce qu'on n'a pas encore abordé. Je pense que si on n'a pas bougé de suite, je pense qu'il y a l'affaire Bogdanovic qui nous a pas mal mis dans la panade. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Maintenant, la free agency, pour rebondir là-dessus, au-delà de la prolongation de Fox, on vise rien. On vise les jeunes. Voilà. On a pris des joueurs. Je l'ai dit lors d'un tweet là, ces derniers jours. Je pense que Glenn Robinson peut être une bonne pioche. Une très bonne pioche. Après, selon le développement de Woodard. Après, bon, c'est comme d'hab, on s'est pris des rafales parce qu'on a pris Whiteside. Whiteside, on le prend au minimum. Donc, au mieux, il est bon, il sait faire ce qu'il fait. Il prendra un bon contrat l'année prochaine chez un contender. Au pire, il est claqué, il fait du Whiteside et il dégage. Ouais, exactement, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est les contrats qui ont été signés cette intersaison, ils sont admirables. Tu signes 3 joueurs et tu as dépensé peut-être 5 ou 6 millions entre Glenn Robinson, Whiteside et Frank Kaminsky. Donc là, c'est vraiment une bonne opération, quoi. Les joueurs ne font pas rêver, mais les contrats signés sont tellement bien. C'est des contrats au minimum. Si je ne dis pas de bêtises, les 3, c'est sur 1 an, donc ça laisse de la flexibilité. Pour l'instant, à part le deal avec Bogdanovic, qui est un peu, on attend de voir un peu. Je pense que pour l'instant, moi, pour revenir sur le GM, Monte McNair, je suis très satisfait de ce qu'il fait pour le moment aux Kings. Oui, voilà, c'est ce qu'il veut dire, c'est en donnant des deals minimum comme ça d'un an, c'est clairement viser la prochaine intersaison, pour viser une cuvée de draft qui s'annonce très bonne, qui s'annonce une des meilleures drafts depuis 10 ans peut-être. Donc voilà, tu vises la prochaine draft, tu vises la prochaine free agency, il va y avoir des trucs intéressants, tu t'offres de la flexibilité, les potentiels contrats minimum que tu as signés, tu peux t'en servir de monnaie d'échange à la trade deadline si tu veux te débarrasser de Bud Hill, d'Harrison Barnes, de qui tu veux. Donc non, même si c'est pas clinquant, là, c'est une free agency réussie. À mon sens, c'est une free agency réussie. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux à cette free agency? À part de ce qu'on a récupéré. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux dans les joueurs libres? Pas grand-chose, en fait. Personne qui aurait voulu venir oui, sachant qu'on a un peu plus de ça. Sur une reconstruction. Il n'y a personne à part un Whiteside qui essaie de se relancer pour son prochain contrat. Mais sinon, il n'y a personne qui serait venu. Si, il y a Bud Hill.
Il aime bien dire qu'il n'y aurait pas de All-Star dans l'équipe qui viendrait. Voilà, donc Kaminsky, voilà, Kaminsky. Oh, shooter blanc, quoi. Il est là, On aime bien ça, Sacramento. il est là pour son surnom, Frank the Tank, voilà. Il est dans le projet. Bon, il va Après, être temps que- Whiteside, tout Blix et Whiteside, tu regardes juste les stats, 15 points, 13 rebonds, meilleur contreur de la NBA à 3 comptes par match. Quand est-ce que les Kings ont signé un joueur de ce calibre statistique? L'AD, Ouais, ça remonte à il y a 25 ans. Statistiquement, Vladé, il n'avait pas ça à l'époque où on il le était signe. pas meilleur contreur. Ouais, mais après, Après, je dis pas que c'est un moins bon joueur, hein. Je te parle juste de statistiques. Enfin, après, ça reste à nuancer parce que ça reste du Whiteside. C'est-à-dire qu'il y a un match où il exactement. va te plaquer un 27-15 avec 6 contre. Et le match d'après, par contre, il va être imbuvable. Il va pas prendre un rebond, il va pas se battre, il va pas mettre un contre dans le match. Donc bon, après, ça reste du Whiteside, quoi. Moi, franchement, je trouve que ça reste plutôt un bon move parce que de toute façon, tu te retrouvais avec un effectif avec un seul pivot, c'était Richon Holmes. Donc au moins, tu te rajoutes un peu de viande, un peu de steak. Lui, il peut espérer aller chercher un contrat s'il sort une pas trop mauvaise saison, s'il se motive un peu. Donc moi, et puis comme l'a dit Olive, je pense que le fait que ce soit 3 contrats minimum, les 3 arrivés, c'est la meilleure chose à faire parce que Monty McNair veut encore, je pense, trader Buddy Hield et Harrison Barnes et c'est toujours des assets intéressants à mettre dans un trade. Des mecs au minimum pour aller renforcer je ne sais qui, ça reste des mecs intéressants à mettre dans un trade. Donc je pense que c'est une bonne free agency de la part de Monty McNair. À part le Avec Vladé Divac, on aurait eu ses joueurs minimum. Non, il leur a filé 20 millions chacun. Oui, ils auraient tous eu 15, oui. Moi, j'avais critique envers Vladé Divac. Mais non, Hayward aurait signé à 40 millions par an. Non, s'il vous plaît. Un truc comme ça. Non, mais le truc, c'est que ces 3 Whiteside, en fait, c'est tout bénéf pour nous parce que, selon moi, Whiteside, si tu as envie de te débarrasser de Buddy Hield ou de Barnes, parce que c'est les deux qui vont, je pense, dégager à terme, tu leur dis, tu vas voir au hasard une équipe en bois qui va essayer de se battre pour les playoffs à l'Est. Oh, les Bulls, enfin, ce type d'équipe-là. Tu leur dis, vous êtes un. Ouais, Brooklyn, non, peut-être pas. Et vous leur dites, vous êtes short là pour le play-in. Vous avez vu, Whiteside, il met 20 points et dire bon chez nous. T'as pas besoin de ton pic de draft, Dan, on va s'en occuper. Prends Whiteside plutôt. Ça coûte pas cher, c'est minimum. C'est ce genre de deal qu'on peut leur proposer. Et puis il y a des managements à l'Est ou même à l'Ouest, hein, ça a tellement n'importe quoi que tu peux mettre une carotte. Tout dépend du comportement qu'il aura et dans quelle mentalité. Après, c'est dans son intérêt aussi d'être il va aller chercher son contrat, lui, de toute façon. Il a un contrat à aller chercher. Là, s'il a signé à Sacramento au minimum, malgré ce qu'il dit, qu'il voulait revenir pour écrire l'histoire, blablabla, c'est que personne ne lui a proposé plus. Donc, il a un contrat à aller chercher. Il joue pas pour surtout Whiteside, il joue pas pour l'honneur ou pour la bague, il joue pour l'argent. Donc, il ira au plus offrant l'été prochain. Et si on peut le deal cette année pour un pic ou pour un bon petit jeune, parce qu'il y a une équipe qui cherche à attraper des playoffs absolument pour sauver la tête du coach ou sauver le GM, faut pas hésiter à le faire. Ouais, je suis d'accord. Alex, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques de toute façon sur sa signature. Et c'est aussi une solution de secours si jamais tu dois trade Holmes dans un pack avec Buddy ou Barnes. Si jamais tu as du mal à les faire dégager, tu dois rajouter Holmes qui a quand même un bon contrat, un bon apport. C'est Whiteside, du coup, ça devient une solution, un mec qui peut te finir la saison titulaire sans problème. C'est aussi par rapport à ça que toutes les arrivées elles sont tournées, j'ai l'impression, par rapport à l'après Buddy Hield, l'après Harrison Barnes et l'après Holmes, s'il devait y avoir un après Holmes. Holmes a été quand même dans les trades, hein, mine de rien. Parce que si tu regardes au final, tu as Liberton qui prend la place, bon là c'est plus la place de Bogdanovic, mais c'est quelqu'un qui à terme est amené à jouer sur le poste 2 de Buddy. Donc tu as déjà ce mouvement-là qui est fait pour l'après Buddy Hield, et tu as après ce mouvement au niveau du secteur intérieur où si jamais tu dois bouger quelqu'un, tu as une solution de repli qui est quand même correcte au niveau NBA, c'est Whiteside en 5. Oh, clairement, il va y avoir des solutions. On a hâte de voir ce qui va se passer à la trade deadline. On sait tous que ça va bouger. On voit là, on voit avec les déclarations de McNair qui dit qu'il est en train de remanier un petit peu l'effectif, qu'il veut miser sur quelque chose de jeune, des assets, des jeunes avec du potentiel. Donc, moi, on y reviendra dans la section juste après, mais
il y a beaucoup de joueurs de l'effectif qui ne vont pas passer la trade deadline. Moi, juste pour finir, si vous me permettez, je pense que Monte McNair, il a tout intérêt à dégager Barnes et Buddy parce que déjà, ce pas des contrats que lui a signés. Je pense que d'un œil extérieur, il voit ces signatures-là comme une aberration quand il voit les prix à laquelle les deux ont été signés. Et je pense que pour lui, pour reconstruire sur des basses scènes, Trash Talk, je crois, parlait de reconstruction sur une reconstruction. Si on arrive à dégager Barnes et Hilt, ça serait peut-être une reconstruction courte et ça serait peut-être pas plus mal. Ouais, sans parler du contrat aussi, il y a l'âge qui rentre en compte. Et là, il n'y a personne qui est sur le. Enfin, il voit ces signatures-là comme une aberration quand il voit les prix à laquelle les deux ont été signés. Je pense que pour lui, pour reconstruire. Laurent, t'as ton truc en fond. Pardon. Ouais, Alex, tu disais. Ouais, non, je disais du coup, je sais même plus maintenant. Donc on peut continuer sur Parlais de toi. l'âge, Tu parlais de l'âge. Tu parlais de Ah l'âge oui, de ouais, Buddy. Oui, du coup, ils sont pas du tout sur le. Donc déjà, il y a déjà le problème du contrat. Ils sont pas sur le même plan que Fox au niveau de l'âge. Donc du coup, c'est des mecs qui sont amenés à partir pour la reconstruction. Là, tu vas vraiment construire sur les 50 Fox, plus que d'essayer de gratter quelque chose avec Hild et Barnes là, sur les 2 prochaines années et au final perdre 2 ans sur les 5-6 de Fox. On peut continuer sur toi. Tu parlais de l'âge. Donc, on a parlé des arrivées, on va parler des départs. On avait, autrement que les joueurs qui étaient là, qui étaient free agent non protégés, sur lesquels on va rapidement passer, comme Alex Len, Ken Bazemore, qui ont pas mal apporté sur le petit stretch qu'ils ont fait à Sacramento, qui ont quand même été des joueurs intéressants, malgré les a priori qu'on a pu avoir quand ils sont arrivés. On a perdu nos deux chouchous en fait à Sacramento, que sont Bogdan Bogdanovic avec un gros bordel autour de son départ. Comment ça, toi? Je pleure Papa Bladé, excuse-moi. Je suis désolé. Faut sabrer le champagne pour ça. On essaie de parler sérieusement. 2,5, on va être gentil pour lui, allez, 2,5. Laissez-moi. Non, mais Divac, on va en parler 30 secondes. J'ai adoré le joueur. Mon pseudo, c'est pas de Marcus Divac pour rien. C'est le mec qui m'a fait aimer le basket. Mais il a jamais été GM de Sacramento. Merci pour les années de joueur, mais t'es jamais venu. Voilà, viens à côté de Vivek, prends des photos, mange du popcorn avec Stojakovic, mais ne touche plus au basket, s'il te plaît. J'ai pas envie de me souvenir de lui comme un GM. T'es un joueur, t'as jamais été GM. Voilà, on oublie. C'est jamais arrivé. Donc, du coup, il y a eu ce petit imbroglio autour de Bogdanovic, qu'on a cru d'abord sign and trade aux Bucks, qui a été complètement avorté, en fait. Où, du coup, c'est Wojnarowski qui, au bout de 2 jours de free agency, annonce un sign and trade avec Milwaukee, où on envoie Bogdan aux Bucks avec DJ Wilson, DiVincenzo, Arsène Ilyasova, qui était une contrepartie, malgré ce qu'on peut dire, pas dégueulasse pour ce qu'on voulait en tirer. Mais le truc, c'est que Woj qu'il avait annoncé et personne d'autre. Et apparemment, Bogdan n'était pas au courant, ni son agent, ni personne. Donc, tout a foiré. Milwaukee s'est retrouvé sans Bogdan et nous, on s'est retrouvé à le laisser partir sans contrepartie. Là même pour Giles. Donc, voilà. Est-ce que ma question, du coup, de manière plus globale avec les départs de Giles et Bogdan, c'est que au-delà de l'aspect affectif qu'on avait pour ces joueurs, c'est est-ce que c'était des moves qu'on devait faire? Est-ce que c'est un mal pour un bien finalement? Avec objectivité ou sans? Avec. Bogdan, oui. Giles, non. Quand tu vois qu'il signe un contrat minimum à Portland, le même contrat que Kaminsky, voilà quoi. Ça fait chier. Après, voilà, j'ai pas ce côté objectif sur Giles et je pense qu'il y a peu d'entre nous qui l'auront. N'est-ce pas faux? Voilà, Giles, on sait le potentiel, on sait ce qu'il a apporté, on sait ce qu'il peut apporter. Donc voilà, Bogdan, c'est autre chose encore. Mais Giles, c'est un jeune joueur. On parlait de raquette du futur avec Bagley. Et là, aujourd'hui, il est parti à Portland pour jouer derrière Nurkic et Kanter. Donc voilà, Giles, ça me fait beaucoup chier, quoi. Bah, c'est triste, ça ne méritait pas de finir comme ça en fait. C'est parti de l'équipe qui n'active pas son option pour diverses raisons
interne et privé et on ne sait quoi, et pour des raisons de blessure officieusement parce qu'il y a quelqu'un dans le front office qui ne pouvait pas le blairer apparemment. Les Donc, infos qu'il a entendues là-bas, hein, faut bien expliquer. ouais. Ouais, voilà, c'est ça, pour avoir parlé un petit peu avec Pete Youngman, un ancien soigneur des Kings, lors de notre voyage à Sacramento, c'est que pour lui, il y a quelqu'un qui, dans le FO des Kings, ne pouvait pas souffrir Giles, qui n'aimait pas son comportement, donc qui aurait influencé Divac à ne pas lui activer son option. Voilà, on avait quand même des solutions pour lui offrir un petit contrat, mais visiblement, lui, il avait déjà la tête ailleurs et McNair n'avait absolument pas dans l'idée de le garder ici. Donc voilà, on ne s'est pas fait d'illusions là-dessus. On savait tous qu'il allait partir. À partir du moment où tu as le front office qui dit bah non, on a une option à 4 millions, mais on pense que tu mérites beaucoup moins. Je pense que on t'entend très mal. Nico, on t'entend archi mal. Là, c'est mieux? Ouais, beaucoup mieux. Ouais, excusez-moi. Je disais, à partir du moment où tu as ton front office, que ce soit Divac ou même ceux qui sont restés en place, qui te disent non, mais 4 millions, c'est beaucoup trop pour toi. On va t'offrir moins. On va te garder, hein, mais on t'offre moins. Ça donne pas envie de rester. Donc, moi, j'avais fait mon deuil. Pour Bogdan, on va remercier nos amis de Miami et de Los Angeles. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu un podcast de The Athletic où Sam Amick disait que à la minute où Wojnarowski sort l'info comme quoi Bogdan va aux Bucks, il y a 3-4 équipes qui ont appelé Adam Silver en même temps et qui ont dit tempéring là quand même, faut sévir monsieur, tempéring, hein. Parce que non, tempéring. Et c'est ça qu'aurait fait foirer le deal. Et les Kings ont été malins sur ce coup-là, c'est que l'insider local qui est Jason Anderson n'a jamais confirmé le deal. C'est-à-dire que quand Wojnarowski tweet, il retweet l'info et dit je n'ai pas de confirmation. Absolument personne à part Woj n'a relayé cette information d'ailleurs. Oui, bah en fait, même les pas autres, ils ont Charania. En fait, les autres, ils ont dit selon les informations de Wojnarowski. Jason Anderson, il a carrément dit c'est pas vrai. J'ai pas les mêmes infos. Et 2 jours après, quand Sam Amick dit il y a peut-être un loup, Jason Anderson, il ressort et il dit qu'il n'y a jamais eu de deal, c'est pas vrai. Et ça, à mon avis, c'est qu'il y avait un deal, que la NBA, ils l'ont appris, et avec le tampering, il y a tout le monde qui a dû pleurer parce que ça renforçait les Bucks et que ça empêchait certaines équipes d'aller chercher Giannis en 2021. Et que Milwaukee, ça fait 2 fois qu'ils se font péter pour tampering. Et la 3e fois, ce sera peut-être même passé. Donc, le Bogdan, les Kings oublient de prévenir Bogdan qu'il allait signer un contrat. C'est tellement gros que même moi, j'y crois pas. Ouais, mais il y a l'histoire, il y avait parlé aussi, des infos qui sont un peu sorties, il n'y avait pas une histoire avec son agent aussi? Ah bah, son agent, pour ceux qui ne savent pas, c'est le même agent que Yogi Ferrell et Bielicha. Vous savez, c'est les 2 mecs qui avaient prévu de signer à Philadelphie et à Dallas et qui sont confinés chez nous au dernier moment. Et c'est l'argent de Marcus Morris aussi qui a fait pareil aux Spurs. Donc, il n'est pas très, très classe. Pas une référence en la matière. Ouais, il est un peu pourri, le monsieur. Mais non, perdre Bogdan, ça m'embête parce que c'est un bon joueur. Maintenant, est-ce que j'étais prêt à mettre 18 millions sur lui sans le contrat de Buddy Hield? Oui. Avec le contrat de Buddy Hield, non. Et il y a eu l'info comme quoi on a refusé un sign and trade avec les Hawks. Ils ont donné un pic de draft 2022, un truc comme ça, non? Ouais, mais après ça, c'était une offre qui est venue avant en même temps que celle des Bucks, en fait. Et on a choisi plutôt celle des Bucks que celle-là. D'accord. Et puis, tu as surtout le fait que dans l'offre, dans le contrat qu'a signé Bogdan, il y a un trade kicker de 15%. C'est-à-dire qu'en fait, si tu signes Bogdan, ta ligne, et que tu le retrades dans les 2 ans suivant la signature, 15% du contrat total, c'est dans ton dead cap. C'est pas un an? Comment? C'était pas un an? Non, c'est 2 ans. C'est les 2 premières années. Ouais. C'est les 2 premières. En fait, normalement, c'est les 3 premières années, sauf que là, vu que la 4e année, c'est une player option, ça compte pas dans le truc, donc ça fait 2 années sur 3. Et donc, tu prends 15% de dead cap durant toute la durée du contrat. Donc, 15 millions de 72, ça fait 10,8 millions. Je ne sais pas si McNair, il avait envie de récupérer quasiment 11 millions de cap en moins pour un pic ultra protégé d'OKC en 2022 qui devient 2 seconds tours de draft 2023-2024 en fait. Après, c'est bien joué de la part des Hawks, hein, pour le coup. Hein. Ah oui, bien sûr. Ils ont été Les Hawks, ils voulaient le signer. Ils ont bien fait. Hein. Nous, si on avait été entre guillemets intelligent, on l'aurait trade en février. Mais là, il est parti. Bonne chance à lui aux Hawks. Je lui souhaite de découvrir les playoffs.
maintenant, il est parti. Puis pour Giles, j'adorais l'homme, j'adorais le potentiel. Maintenant, il n'a plus de genoux. Donc, est-ce qu'il peut jouer 20 minutes en NBA? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut jouer 15 minutes en étant productif en NBA? Je ne sais pas. Je lui souhaite de réussir à Portland, de sauter Enes Kanter très très vite parce que je pense qu'il est meilleur qu'Enes Kanter. Et puis plein de bisous à Rim et voilà. Désolé que ça n'ait pas marché. En gros, c'est ça. Il a pas eu tant de problèmes de genoux que ça cette saison. Et en même temps, il jouait 10 minutes. Soit il sortait parce qu'il était fatigué, soit parce qu'il prenait des fautes. Et le match d'après, il n'enchaînait pas. Le match d'après, il était souvent out. C'est ça, il a commencé sa saison aussi à partir du match 10 quasiment. Ouais, parce qu'il va, en fait, il va pas en Inde parce ouais, que c'est ça, ouais. il est pas en forme et le staff médical apparemment avait peur que les 24 heures d'avion, ça lui fasse mal aux genoux, qu'il puisse faire des phlébites, etc. vu les opérations qu'il a eues. Ouais, parce qu'il avait de l'eau dans le genou sur les entraînements avant de partir, et du coup, ils n'ont pas voulu prendre le risque de prendre l'avion. Mais c'était pareil, il y a eu toute une histoire, parce que lui disait qu'il était prêt pour jouer, et dans la foulée, 1 heure après, il y a un communiqué qui sort comme quoi il ne peut pas se déplacer en avion. Donc c'était un peu comme d'habitude au niveau du timing, c'est incroyable. Ouais, ça avait déjà mis le bazar. Ça avait déjà mis le bazar cette histoire. Dès le début de saison, pour revenir un peu sur ce qu'avait dit Pete, comme quoi pendant l'été dernier, c'était mal préparé ou un truc comme ça. Non, c'était pas ça, les gars. C'est vous, Oui, c'est c'est vous qui ça. avez Pour, le bazar. Donc, du coup, je vous laisse. de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu de différentes sources, notamment de Sam Amick, c'est que Giles, l'été juste avant, quand on lui active pas son option, il s'est pointé au training camp en s'étant pas du tout entraîné. Il avait été apparemment pas discipliné, il n'a pas suivi l'entraînement qu'on lui avait donné de faire chez lui, donc ce qui aurait extrêmement énervé Divac, c'est ce qui aurait conduit à ce qu'on ne l'active pas son option. Voilà, donc est-ce que Harry Giles a quand même une part de responsabilité dans son départ et dans cette décision de Divac? Oui, très probablement. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs au sein de la franchise? Oui, aussi. Donc les torts ont l'air partagés sur ce coup. Maintenant qu'il est parti, merci, au revoir et merci pour les travaux. Après, le fond du truc, aussi bien pour Bogdan que Harry, c'est que McNair, il ne voulait pas les garder, hein, visiblement. Hein, parce que Giles, au minimum, il aurait pu le garder, il ne l'a pas fait. Bogdan, dès le départ, ils avaient mis en place un sign and trade. Donc peut-être que Bogdan et Harry ne voulaient pas rester non plus, mais pour moi, il est évident que McNair ne souhaitait pas les conserver. Donc on peut réfléchir et spéculer sur les raisons de leur départ, mais pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est que McNair, il ne les voyait pas comme le futur et donc il ne souhaitait pas les conserver. D'après toi, Flo, si on arrive à trade Hield, est-ce qu'on garde Bogdanovic? Parce qu'il y a un peu cette histoire au milieu. Hein. Il n'y a pas de titulaire vraiment établi. J'en suis pas certain. Moi, j'en suis pas certain parce que j'ai l'impression que le but de McNair, c'est moi, je veux trouver les 2-3 joueurs autour desquels on peut bâtir l'équipe. Si possible, des jeunes, enfin en tout cas des joueurs qui ont à peu près la même catégorie d'âge pour qu'on puisse construire après en rajoutant des joueurs complémentaires autour. Et je pense que Bogdan, il ne le considérait pas comme, une pièce majeure, et encore moins à 18 millions, et il n'est pas plus tout à fait au même titre que Buddy Hield, dans la même catégorie d'âge que Fox. Donc je ne suis pas sûr que McNair l'aurait conservé, même sans Buddy. Avec notre précédent GM, ça aurait été probablement une autre paire de manches, puisqu'on sait qu'il avait il y avait un gang serbe au sein de la franchise entre Divac, Stojakovic, Bjelica, Kokoskov, etc. Donc avec Divac aux commandes, ça serait probablement passé autrement. On aurait matché l'offre des Hawks et on se serait empêtré d'un nouveau contrat volumineux qui nous aurait privé de flexibilité sur les prochaines années. Donc tout autant que j'adorais ce joueur et que ça m'a foutu vraiment les boules de le voir partir, parce que voilà, vous le saviez tous que je l'adorais, mais bon, je pense que pour le projet, comme on a dit juste avant, c'était la meilleure chose à faire, quoi. Tu veux pas t'empêtrer avec un autre gros contrat alors que tu as déjà su de Buddy Hield sur le même poste. Donc c'était logique. On a dû attendre jusqu'au dernier moment pour savoir que Monte McNair ne matchait pas, mais bon, on s'en doutait un petit peu quand même. Ouais, et puis je pense que Monty McNair, en plus, il a le projet aussi
par les drafts qui vont arriver, par déjà sa première draft avec les joueurs qu'il a sélectionnés, de construire un peu l'effectif avec lui, l'image qu'il veut donner à cette équipe-là. Et je pense que notamment plus pour Harry Giles que pour Bogdan Bogdanovic, mais plus pour Harry Giles, lui, il voyait pas forcément le potentiel que Vladé avait eu en lui quand il la pique. Et peut-être que je pense que Monty McNair, il y a ça aussi qui a joué, c'est qu'il ne le voyait pas dans ce qu'il veut faire de Sacramento et de cette équipe-là et de cet effectif-là. Je pense qu'il ne voyait pas un joueur comme Giles s'intégrer à ce que lui veut mettre en place avec le coach. Donc après, pour Bogdan Bogdanovic, je pense que c'était le mieux à faire économiquement. Il y a déjà 2 énormes contrats qui sont dans les books de Sacramento tant qu'ils ne sont pas tradés. Donc, il valait mieux éviter de matcher Love des Hawks. Le sign and trade était l'idéal. Maintenant, c'est pas grave de ne pas matcher. Je pense que vu Love des Hawks, c'était mieux de ne pas matcher. Et, Théo, McNair ou Walton n'a pas vu le potentiel. Le potentiel, on sait que Walton il a fait des rotations bizarres avec Harry. Oui, Walton a fait des rotations bizarres avec Harry Giles. Maintenant, je pense qu'ils en ont parlé tous les deux. Et Monty McNair, en tant que GM, je pense qu'au bout d'un moment, il est capable aussi de mettre du point sur la table et de dire écoute, ce garçon-là, il a un potentiel dingue, fais-le jouer. Arrête de faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, c'est quand même Monty McNair qui décide pas de ce qui se passe sur le terrain, mais qui va décider de qui est le coach de cet effectif. Il est quand même dans la hiérarchie au-dessus de Luke Walton. Au bout d'un moment, c'est à lui aussi de dire à Luke Walton écoute, ce garçon-là, il a du potentiel, fais-le jouer. Arrête de faire n'importe quoi et fais-le jouer. Donc après, je pense que les deux n'ont pas vu le potentiel de ce joueur-là. Et donc, du coup, maintenant qu'il soit parti, je pense que ça arrange Walton, qui n'a plus besoin de s'arranger à le mettre dans les rotations. Ça a l'impression que le mettre 10 minutes, déjà, ça le faisait chier. Et Monty McNair, qui ne le voyait pas dans ce futur projet qu'il est en train de mettre en place, il s'est dit, bon, moi, je vais le laisser partir, ça ne sert à rien de le garder, j'ai pas envie de le garder là. Donc, je pense que je ne voulais pas le voir rester. Il a quasiment pas joué dans la bulle. Ouais, bah oui. Mais ça, après, c'est Luke Walton, de toute façon, on a toujours vu que Harry Giles, c'était pas son délire. Et c'est pour ça que je te dis ça, je rebondis là-dessus. Oui, mais je pense que Monty McNair non plus. T'as un nouveau GM qui arrive. Le GM, il arrive de Houston. Il ne connaît pas forcément très bien l'effectif. Il va se baser sur les commentaires du coach. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est ton équipe, tu l'as coaché, t'en penses quoi? Après, il dit lui, oui, lui, non, lui, oui. Après, on sait qu'on a des problèmes à trade de deal parce que sa cote est descendue en flèche. Mais si tu as confiance, si toi, en tant que coach, tu as confiance en Giles, le GM le prolonge. Moi, je pense que Walton, il n'en voulait pas. Je pense aussi. Après, je pense aussi que Monty McNair, en tant que GM, si vraiment il croyait au projet Giles, il l'aurait dit aussi, il se serait mis en place, il aurait dit écoute, moi, Giles, j'y crois, il va falloir que tu me fasses jouer. Je ne vais pas te signer de pivot, tu auras 2 pivots, Holmes, Giles, vas-y. Maintenant, tu vois, parce que si derrière, par exemple, si Monty McNair il avait cru au projet, il signe Giles, il re-signe Giles, Kaminsky, Whiteside, ça vient pas, tu laisses aucune possibilité à Walton de ne pas le faire jouer en fait. Ouais, mais est-ce que tu arrives dans un nouveau projet, tout ça, est-ce que tu as directement envie de t'embrouiller avec ton coach? Je ne suis pas sûr. Comme tu dis, il connaissait peut-être pas bien l'effectif. Il arrive, on lui dit que Giles, ça ne va pas. Il ne va pas commencer, il vient d'arriver. Le but, c'est que les relations se passent bien avec le coach. Il ne va pas non plus, même si lui, il aurait pu bien aimer Giles. Je pense que si le coach Walton, comme tu disais, ça l'embêtait même, on avait l'impression de mettre Giles sur le terrain. Si Luke Walton n'en veut pas, je pense qu'à partir du moment où un nouveau GM arrive, et après, on peut avoir d'autres débats. Est-ce que Luke Walton devrait rester après l'arrivée d'un nouveau GM? Savoir, c'est notre question. Oui, justement, ce que j'allais te dire, parce que déjà, Luke Walton, il a cette chance, entre guillemets, que Monty McNair n'ait pas fait comme 90% des GM NBA, c'est-à-dire arriver dans un truc en place et dire au coach actuel, c'est pas moi qui t'ai choisi, la porte, elle est là-bas, moi, je vais mettre un coach que je veux. Et déjà, Luke Walton, se passer, c'est ce qui devrait se passer normalement. C'est ce qui aurait dû être fait, ouais, c'est ça. Ouais, mais avec son contrat, je pense que Vivek lui a dit non, ça va pas se passer comme ça. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Je pense que Vivek, il est rentré dans les délires en mode attends, moi je veux pas payer trop cher. Calme-toi, attends un an. Là, on fait une année de merde, on va viser la draft 2021 et après tu te dégages. Mais voilà, après, c'est pas s'il croyait vraiment en Giles, il aurait pu le faire. Ouais, après pour Harry, il faut quand même se rappeler que c'était le projet de Divac, de Jörger et du staff médical qui était là avant. Donc au final, tous les gens qui ont fait partie de ce projet Giles sont plus là. Donc c'est au final logique qu'ils partent maintenant. Oui, bien sûr. Jörger n'a pas fait tellement beaucoup plus jouer que Walton au final.
Non, mais c'était lui qui avait quand même ce projet derrière de Oui. le faire jouer, de le laisser un an de côté pour qu'il puisse se soigner. Donc il y avait vraiment quelque chose derrière. Alors que là, tu sens depuis que Walton est là qu'il n'y a pas vraiment de projet, qu'il joue parce qu'il faut qu'il joue et c'est tout. Et puis il était beaucoup plus blessé sous Jorger qu'il ne l'a été sous Walton aussi. C'est que sous Walton, il a à peine eu le temps de se blesser parce qu'il La deuxième année, pas tant que ça. Hein. Il n'est pas tant blessé que ça, la deuxième année. Non, C'est il juste est pas beaucoup blessé, non. Il est au il frigo. n'est pas juste, beaucoup blessé. Hein. C'est ça. C'est juste que il joue 10 minutes, un quart d'heure. Le match d'après, il est dans l'autre management parce qu'il ne veut pas jouer plus. C'est ça, oui. Le shutdown à 15 journées de la fin, je crois, quasiment, Oui. 15 ou 12. Ouais, même plus. Parce que c'est juste avant que j'aille à Los Angeles, je suis arrivé, c'était le dernier match où il était censé jouer et au final, il n'a pas joué. Donc c'était ça, vers la dizaine de matchs de la fin de la saison dernière, ils l'ont arrêté et il a repris seulement 10 matchs au bout de 10 matchs sur la saison d'après. Donc il y a eu un creux énorme où on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau de sa santé. Comme pour Bagley, on a eu des mystères en termes. Ouais, c'est ça, il y a eu des petites. Dans notre malheur, par contre, on est parti là-bas, on a pu voir les joueurs qu'on aimait beaucoup avant qu'ils partent. Ouais, c'est ça, on est parti. Dites-vous, quand on faisait ça 6 mois avant, on ne voyait pas Grant Napier avec tous les accès qu'on a eu, on ne voyait pas Vlade Divac, on ne voyait pas Bogdanovic, on ne voyait pas Harry Giles. On a eu une chatte de malade quand même, hein, quand on y repense. On est passé, tout a explosé derrière nous. C'est ça, après moi le déluge, avec tous nous faire foutre. Limite, quand on va y aller, ils ne vont pas vouloir nous recevoir. Quoi. Ouais, c'est ça. Comme disait Alex avant, très justement, par rapport à Harry Giles, je pense justement que McNair, c'est quand même no offense à tous les GM qui sont passés avant, même si vous serez d'accord avec moi, on a enfin quelqu'un d'intelligent et qui prévoit, qui a l'air de savoir ce qu'il fait, qui est cohérent et qui a un projet. Donc il arrive, à mon avis, il a envie quand même de faire table rase de ce qui s'est passé avant. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de décisions qui ont été prises à cette free agency, notamment Giles et Bogdan, qui reposent sur cet aspect-là. Moi, j'arrive, c'est moi le GM maintenant, je n'ai pas envie d'hériter des trucs qu'il y avait avant, donc ok, ça, c'est pas grave, on va se débarrasser de chouchou, mais voilà, on repart sur des bases saines, on repart sur un projet que je construis moi. Parce que si tu gardes Giles et Bogdan, tu prolonges Fox, tu gardes Buddy et Harrison Barnes, finalement, en fait, c'est juste exactement la même chose. Et en fait, il n'y aurait aucun changement. Tu es dans une continuité où tu joues la 10e place et au final, tu perds 2 ans par rapport au contrat de Fox. Ça ne sert à rien. Et l'héritage de Divac, il sera là tant qu'on n'aura pas dégagé Buddy et Harrison Barnes. Donc, clairement, le jour où on aura dégagé ces deux joueurs, que ce soit aujourd'hui ou à la prochaine session de trade, on sera toujours dans cette pseudo-continuité de Divac parce qu'on a des contrats boulets et qu'on est obligé de se les trimballer jusqu'à ce qu'une équipe soit intéressée et qu'on puisse récupérer des assets assez intéressants. Mais d'ailleurs, concernant... Justement, Laurent m'a posé cette question-là. Par exemple, c'était une situation différente, mais quand les Pistons décident de trader Drummond, clairement, ils le dumpent. C'est qu'ils récupèrent que de la merde en retour. Le seul intérêt, c'était de se débarrasser de ce salaire. Est-ce que tu vois Monty McNair faire ça avec Buddy ou Harrison Barnes, ou est-ce qu'il veut quand même récupérer un asset intéressant et essayer au moins de gratter un pic ou un jeune? Quand tu l'as fait pour Bogdan, oui. Oui, mais là, pour Buddy et Harrison Barnes. Qu'il avait essayé de faire avec plus ou moins les Bucks en récupérant des contrats qui se terminaient, là, Ilyasova et Wilson, je sais pas quoi. Un bon petit jeune. Et, non, il n'y avait pas de pic, hein, c'est juste ces 3 joueurs-là, si je ne me trompe pas. Ouais, il n'y avait pas de pic. Mais il y avait Vincenzo qui a un potentiel intéressant quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et puis la différence entre Bogdan et Hield et Barnes, c'est que Bogdan, il ne coûte pas 24 millions en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il a 18 ans. Est-ce que Monty McNair, il est capable de se dire aussi, bon, bah écoute, je m'en fous, vas-y, ils partent contre presque rien. Quitte à ce que je gratte juste un deuxième tour et un contrat finissant, mais juste, je vais juste me débarrasser de cet argent-là, quelle que soit l'asset qu'on m'offre en fait. Je sais pas. Non, tu peux pas te permettre de perdre ça, de perdre autant de joueurs. Tu as déjà perdu Bogdan contre rien. Si tu perds encore Hield et Barnes contre rien, bon, au bout d'un moment, tu te retrouves en reconstruction et tu reconstruis autour de quoi? De Woodard et de Ramsey. C'est trop léger. Et tu regardes les contrats que tous les shooters ont eu à la Free Agency il y a quelques semaines. C'est pas possible de te dire que Buddy, qui est un des meilleurs shooters de la ligue, il part contre rien. C'est pas possible. Ouais, c'est ça.
Puis les Non, contrats après, sont il dégressifs. y a ton comportement qui rentre en jeu aussi quand tu vois qu'il s'embrouille avec Walton. Enfin, c'est pas, il y a le joueur, le shooter, mais il y a aussi tout ce qui va autour, je pense. En NBA, c'est un comportement standard, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, Plus ou moins. Ouais, c'est- Plus ou et moins, puis, plus ou par moins. exemple, ça peut être le cas pour Buddy, mais Harrison Barnes, qui est quand même un profil hyper recherché dans la ligue, cette espèce de free and machin, etc., qui a toujours eu un comportement plutôt exemplaire dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé, où il a toujours été vanté son professionnalisme. Il n'y a quand même pas de porte de sortie qui a été trouvée par McNair. Oui, mais parce que regarde, Théo, je pense qu'on a signé Est-ce qu'il a relativement cherché? tard Glenn Robinson, je pense, en poste 3, que Woodard, on ne savait pas trop encore. Et je pense qu'on n'a pas testé le marché pour Harrison Barnes. Parce que le but au début de la free agency, c'était pas du tout de le trade. Parce que Buddy, Ouais, on je a suis testé et ça n'a pas marché. Moi, je pense que sa priorité, c'était Buddy, que ça n'a pas marché, que derrière, il a essayé peut-être de gratter un peu, voir ce qu'il y avait pour Harrison Barnes, que pour l'instant, il n'y avait rien que lui jugeait intéressant, et qu'il ne voulait pas faire ça dans la précipitation, parce que McNair, ça a l'air d'être un mec assez réfléchi. Il ne va pas précipiter un trade pour précipiter un trade. Je pense qu'il essaye d'avoir quand même une contrepartie assez logique par rapport à ce qu'il donne lui. Donc, pour l'instant, c'est plutôt ce qui est bon signe, en tout cas dans sa gestion, c'est qu'il fait les choses dans l'ordre. Il ne se précipite pas, il réfléchit bien à ce qu'il fait. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé. C'est surtout, Après, il fait une vraie reconstruction, même s'il ne le dit pas ouvertement. Et ça fait 14 ans. Ah, Je crois il a qu'on pris a, le perdu, qu'on a perdu Flo. Là. On essaye de garder des joueurs de Ah. talent moyen. Elle est perdue, Flo. C'est bon, il est revenu. C'est bon, c'est bon. Ouais, du coup, je ne sais pas ce que vous avez entendu, pas entendu dans ce que je disais. Ça fait 14 ans qu'on essaie commence. de garder des joueurs moyens. Ouais, des joueurs moyens et qu'on surpaye. Et puis finalement, on reste dans les eaux autour de la 10e place. Donc c'est intéressant, même si c'est un crève-cœur quand tu as des Bogdan ou des Harry qui partent, de se dire, cette fois, on repart vraiment 2-0 avec des jeunes pour essayer de construire quelque chose pour l'avenir. Parce que Barnes, moi, je pense pas qu'on essaie de le trade. L'an prochain, Barnes, c'est 20 millions. L'année d'après, c'est 18. Ils seront en fin de contrat. Je pense qu'avec tous les contrats un peu bizarres qui ont été signés cet été, qui eux sont pas dégressifs, mais au contraire augmentent, l'an prochain, 20 millions pour Barnes, on trouvera du monde. Et puis je pense que pour l'instant, c'est toujours bien d'avoir un champion NBA dans un effectif qui permet d'encadrer les jeunes aussi, parce que d'avoir que des jeunes, au bout d'un moment, oui, alors très bien, tu vas perdre des matchs, etc. Mais c'est bien de les faire progresser aussi avec un mec qui a été champion NBA, qui a quand même joué avec Steph et Clay, donc c'est pas n'importe qui non plus, Harrison Barnes. Non, puis il est respecté dans la communauté. Tu sens que tu vois qu'il s'investit dans tout ce qui est problème de société, dans tout ça. C'est un homme qui parlait du comportement de Bud Hield. Ça, c'est plus compliqué parce qu'un mec qui entre en quatrième année, qui a eu 3 coachs et qui s'est pris la tête avec les 3 coachs, c'est pas courant, on va dire. Donc, il faut qu'il se calme, faut qu'il accepte aussi de ne pas jouer forcément en quatrième quart-temps, de temps en temps être sur le banc, et qu'il apprenne à être coaché, en fait. Que l'an dernier, quand Bogdan arrive titulaire, c'est au mois de janvier, c'est là où on fait nos meilleurs matchs. Aussi parce que Là où je suis content, Nico, c'est que par rapport à. Je crois que c'est Olive qui avait écrit un article là-dessus. Il y a des tensions entre Luke Walton et comment dire et Bud Hield. Et là, j'ai l'impression qu'il a un peu retiré la vis, Luke Walton, qu'il l'a dit justement qu'il n'avait pas du tout de poste 2 pour l'instant à titrer, qu'il verrait entre Haliburton et Bud Hield. Et donc, enfin, je trouve que l'année dernière, Bud Hield s'est entre guillemets permis d'être aussi chiant parce qu'il voyait que Walton ne serrait pas la vis. Là, il serre la vis, il a l'impression de meneur d'homme, j'ai l'impression, Luke Walton, et il montre vraiment qui c'est le coach et que s'il doit bencher Bud Hield et qu'il n'est pas dans le 5, il le montrera, il le fera. ah oui, mais il est capable de le faire, Walton. Maintenant, est-ce que Bud Hield est capable de se dire si je suis pas titulaire, c'est pour une bonne raison? Parce que le seul consensus qu'il y a eu à peu près entre Jörger et Walton les 2 dernières années, c'est de faire jouer Bud Hield en sortie de banc. C'est ce qu'avait fait sur la fin Jörger, c'est ce qu'a fait un peu Walton. Après, Walton ne rend pas service à Bud Hield en lui filant la balle dans les mains. Hein, il y a des moments dans la bulle, il est limite meneur. Enfin, c'est criminel de faire ça. Mais Bud Hield en sortie de banc, ça ne me choque pas. Maintenant, il faut que lui accepte son rôle. S'il ne l'accepte pas, Ouais, il est en sortie de banc parce qu'il y avait Bogdan sur le terrain dans le 5. Là, c'est Haliburton, il a plus besoin de sortir. Enfin, je sais pas. voilà, maintenant, moi, si tu me dis en début de saison, Haliburton est titulaire, je peux comprendre qu'un mec comme Bud Hield, qui a pris un gros contrat, qui a quand même de l'ego, c'est des mecs en NBA, ils ont de l'ego, je comprends.
puisse le prendre mal. C'est un rookie, il n'a rien prouvé, juste parce qu'il est drafté haut, il prend ma place. Je peux comprendre qu'il fasse la tête. Maintenant, à terme, j'espère qu'Haliburton sera titulaire. En début de saison, voir Buddy dans le 5, ça ne me dérange pas. Comme on disait tout à l'heure, le but vraiment, c'est que Haliburton, quand Bolendler, il sache maîtriser la seconde unité. C'est pour ça qu'à terme, comme tu dis, c'est peut-être mieux de mettre Buddy dans sortie de banc et Haliburton dans le 5. Ouais, mais tout de suite, est-ce que c'est pas le jeu? Après, il y a toujours la gestion d'Haliburton, ne pas le cramer tout de suite, sachant qu'on est une équipe qui accorde beaucoup de matchs. On parlera, je pense, après du calendrier qui est affreux sur le début de saison. Il est horrible. Donc, balancer Haliburton, le voir galérer contre les Rockets, Denver et autres Suns, et voir tout de suite les grands presses athlétiques. Est-ce que les Kings ont encore mal drafté? Ils ont encore pris un bust? Je sais pas si c'est la bonne idée. Prenons notre temps. On sait que cette année, on va tanker, on va être bottom 7, bottom 8 de la ligue. Que tu me fasses jouer Haliburton en février titulaire, quand tu n'as plus rien à jouer, ou en décembre, prends ton temps. Tu n'es pas Oui, pressé. c'est sûr. Oui, c'est sûr, tu as raison. Ouais, c'est ça. Je pense que de toute façon, il y aura 2 saisons en finale cette année. Il y aura une saison avant les trades et une saison après les trades. Oui. Et l'idée en fait de cette saison-là avant les trades, c'est de voir un petit peu, d'avoir des garanties ou pas, de voir si Ramsey peut être un joueur NBA, de voir si Woodard peut être un titulaire, etc. Et en fonction des réponses que tu as là, tu fais les trades de Buddy pour combler ce qui manque ou pour laisser de la place aux mecs qui t'ont apporté satisfaction en première partie de saison. Pas mieux. Ouais, complètement. Bon, du coup, on a un petit peu explosé notre timing. Donc, pour éviter de passer trop vite sur la preview 2021, je vous propose qu'on en fasse le sujet d'un prochain live, qu'on en parle plus longuement, parce qu'il y aura quand même pas mal de sujets à développer et que on va essayer voilà, de respecter notre temps et puis voilà, de revenir sur ça un peu plus tard. Du coup, pour rapidement parler un petit peu du training camp, des choses qu'on a vues, on a vu voilà, les rookies être assez appréciés, on a vu Haliburton, Woodard faire assez bonne impression. On a vu également un petit joueur qui est sorti du lot avec beaucoup de bons commentaires sur lui. Je vais vous demander votre avis juste après. C'est Jabari Parker. Je sais que Laurent voulait en parler. Donc, pour l'instant, on l'a perdu puisqu'il y a des petits soucis Il a d'internet. disparu Voilà. pour l'instant, Laurent, mais Voilà, avoir votre avis sur le joueur, si c'est juste du feu de paille parce que c'est le training camp qu'il a l'air d'être en forme, ou si il y a un vrai rôle pour lui à jouer cette saison. alors moi, personnellement, j'ai toujours apprécié le joueur depuis qu'il a été drafté, parce que faut rappeler quand NCAA, c'était quand même qui est un très très fort joueur. Après, il est arrivé à Milwaukee, ça s'est pas bien passé, etc. Puis derrière, il a enchaîné les équipes qui tankaient un peu quand il est passé par Atlanta, par Washington, ça ne jouait pas les premières places. Là, à Sacramento, ça ne jouera pas les premières places. Maintenant, tout va dépendre de Bagley pour lui sur son rôle cette saison, parce que si Bagley nous fait au moins 60 matchs sur 2 jambes, Jabari Parker, il prendra les miettes de Bagley au poste 4 et puis ça s'arrêtera là. C'est ça, ouais, ça dépendra aussi du poste de Bagley. Si tu pars vraiment sur un 4 ou sur un poste 5, ça aussi, ça jouera sur son temps de jeu. Tout à fait. En fait, il n'y a aucun scénario où je le vois avoir du temps de jeu parce que sur les postes 5, tu as Holmes et Whiteside. Sur les postes 4, éventuellement Bagley, on va dire entre 4 et 5. Plus Bielica, plus Barnes qui, on sait, va jouer beaucoup 4 parce qu'on va avoir du small ball, j'en suis convaincu. Donc tout s'accumuler, ça fait pour moi les postes 4-5 qui sont embouteillés. Donc j'ai du mal à envisager Jabari Parker avec du temps de jeu. Sauf blessure, ouais, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, l'année dernière, il y a certains joueurs qui jouent parce qu'on n'a pas été au complet, donc on n'est pas à l'abri d'une blessure. C'est bien de l'avoir dans notre effectif, surtout s'il montre des choses, quoi. Le truc, c'est que moi, le héros du training camp, on l'a eu tous les ans avec Ben McLemore. Hein. Tous les ans, Ben McLemore, il faisait un training camp. C'était James Harden. Il arrivait au premier match, il était mauvais. Donc, Jabari Parker, comme l'a dit Théo, c'était un crack en fac, c'était pas n'importe qui. Maintenant, Laurent a bien répété qu'il a que 25 ans, mais il s'est fait 2 fois les genoux. Et t'as beau avoir 18, 25 ou 30 ans, quand tu te fais 2 fois les croisés, surtout pour un joueur aussi athlétique, qui utilisait beaucoup son jump, beaucoup ses jambes pour être performant,
c'est compliqué. Tout le monde n'est pas Derrick Rose et ne peut pas se réinventer un jeu, ou même un Livingston, se réinventer un nouveau jeu quand tu t'es fait une grave blessure physique. Pour moi, il ne jouera pas beaucoup. Il va tourner les serviettes sur les dunks de Bagley. Au mieux, il fait des bons passages quand il y a des blessés ou dans 2-3 blowouts et on le trade. Au pire, il s'en va l'année prochaine et puis bonne continuation à lui, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Nicolas, là-dessus. Après, ça reste un joueur au talent offensif certain. Non, c'est vrai depuis ses blessures, il n'a jamais réussi à retrouver ne serait-ce qu'un minimum de sensations et à changer son jeu un minimum. Il dépend beaucoup de son jump shot et c'est compliqué avec les genoux qu'il a. Et maintenant, ça reste un joueur au talent monstrueux, mais qui, dans cette équipe-là, déjà qu'il y a beaucoup de monde à son poste, c'est qu'il y a au moins 2 joueurs qui lui passent devant, Bagley et Bjelica, en tout cas dans la rotation actuellement, même si pour moi en talent il est plus fort que Bjelica. Et ensuite, comme l'a dit très justement Flo, l'année prochaine, Harrison Barnes, je pense qu'aura pas mal de minutes en 4, et du coup, ce qui va encore baisser la possibilité de temps de jeu de Jabari Parker. Moi, enfin, tu parlais de Bjelica, alors c'est moindre, hein, de toute façon, je pense pas qu'on verra beaucoup les deux. Pour moi, quand même, dans la rotation, il est devant Bjelica, qui est vraiment très lent et qui va pas du tout dans ce que veut apporter McNair dans l'équipe, quoi. J'ai l'impression que Jabari Parker joue un peu plus rapide quand même que Bjelica. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas Monty McNair qui choisit la rotation, c'est Luke Walton. Et Luke Walton, j'ai l'impression qu'il aime plutôt bien Bjelica et qu'il lui donne quand même toujours son petit quart d'heure de jeu. Tiens, mets-toi dans un corner, détends-toi, tranquille, t'as juste à mettre des shoots, défendre. De toute façon, on sait que tu sais pas faire. Et puis, fais ta vie, marche sur le terrain, attends le corner quand c'est en attaque. Et puis voilà. Donc, c'est quand même Luke Walton qui décide de ça. Et je trouve qu'il le fait jouer plus. Enfin, il a plus tendance à faire jouer Bjelica que Jabari Parker quand il a l'opportunité de faire jouer un des deux, en fait. En plus, Bjelica, il a un avantage, c'est qu'il sait faire une passe et il sait lire un jeu. Quand tu as un 5 l'année dernière où tu as Buddy, c'était pas son jeu, où tu as Marvin Bagley qui débarque, ou Richard Holmes, c'était pas son boulot, Harrison Barnes, pareil, c'est pas un playmaker, c'est toujours bien d'avoir un deuxième mec qui sait faire une passe, quoi. Et Bjelica sait le faire avec sa formation européenne. Donc, après, là, si Haliburton est un peu plus responsabilisé, peut-être qu'on verra moins Bjelica. Puis pareil, Bjelica, son contrat, il est finissant. Tu peux facilement le trade, parce qu'il n'est pas élevé, c'est 7 millions, je crois, 7 millions et demi, contre un paquet de cookies à la draft ou à la free agency, enfin à la trade deadline, contre une équipe qui est ric-rac pour accrocher les playoffs et qui veut les playoffs. Donc, il va jouer un petit peu, il va pas défendre, il va mettre ses 3, il va faire des passes. C'est Bjelica, maintenant, c'est ce qu'il veut, quoi. C'est pas lui qui veut nous rendre heureux à 5h du matin quand il mettra un buzzer beater face aux Rockets. Voilà, et puis on va l'insulter quand il prendra, quand Hernan Gomez ou autre tocard de ce genre-là viendra faire un 25-25 chez nous. Mais bon. Après, pour en revenir au training camp, il faut toujours se méfier des déclarations individuelles. Hein. On y a le droit tous les ans. J'ai ajouté un shoot à 3 points. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Enfin, tous les joueurs en NBA. On les connaît toutes, là, les phrases toutes faites, là, et après, tu arrives et c'est toujours la même chose. Ah, exactement. Moi, en tant que fan de Philadelphie, ça fait 3 ans qu'on n'arrête pas de me répéter que Ben Simmons s'est acheté un shoot pendant le training camp. Bon, bah, moi, j'attends toujours, hein, personnellement. Mais... Non, par contre, il y a un truc intéressant qui sort du training camp, qui là est collectif, c'est que ça a l'air d'être unanime dans tout ce qui ressort comme information, c'est qu'ils vont se remettre à courir. Quoi. Quand tu as Fox qui mène le jeu, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et quand ta deuxième option offensive, c'est Marvin Bagley, c'est toujours bien de jouer en transition et de jouer rapide. Hein. Parce que l'année dernière, quand on a vu la baisse de pace avec l'arrivée de Walton, ça a fait grincer pas mal de dents, ce que je peux comprendre quand tu as le joueur le plus rapide de NBA. Quoi. Quand tu l'avais très justement tweeté, Alex, c'est que peut-être cette année, Walton va se rendre compte que Fox court vite. Ouais, non, c'est ça. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps, Walton. Donc, on va espérer pour cette année que ça soit bon. Mais après, même, c'est pas que courir le problème, c'est tous les circuits de relance et tout ce qui se passe au niveau du rebond offensif qu'il a complètement détruit tout ce que Jürger avait fait, tous les
déjà juste sur les rebonds offensifs, c'est Bala Fox systématiquement, alors qu'avant avec Jorger, c'était le plus proche, prenait la balle et ça partait dans les ailes et ça compensait et ça courait dans tous les sens. Là, tu n'as plus ces circuits. Après, est-ce que c'est peut-être à cause du statut de Fox maintenant que tous les rebonds défensifs, ça passe par lui pour monter la balle. Donc du coup, déjà ça vachement ralenti le jeu. Et s'il peut remettre déjà ces systèmes où ça court sans forcément passer par Fox, ça sera déjà pas mal. Non, puis après, le seul truc où je donne du crédit à Waltos sur l'année dernière, c'est que courir, c'est bien, hein, mais quand tu n'arrives plus à courir, avec Jorger, on était bloqué de chez bloqué. On ne savait plus quoi faire. Ça, ouais. Et c'était terrible. Et il y a un truc qui sort du training camp que moi j'ai bien aimé, c'est que tout le monde a dit Haliburton va nous aider à contrôler le rythme. C'est un truc qu'on n'a jamais su faire depuis 15 ans. C'est-à-dire que quand tu domines un match, que tu gagnes de 15 points dans le quatrième, il n'y a personne ici qui se dit c'est bon, on a gagné. Personne. Même à plus 20, jamais. Même à plus 20, je peux te dire que ouais. Ah oui, même à plus 20, on ne sait pas quand on a le pied sur la nuque de l'équipe à appuyer. Et à contrario, quand on est à plus 15, on est à moins 15 dans le quatrième, et des fois tu te dis ouais, on va remonter. On est tellement idiots, on va remonter. On ne sait pas contrôler ce genre de choses. Et Haliburton, par son intelligence de jeu, peut nous apporter ça. Et courir pour courir, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas de l'athlétisme. Il faut savoir accélérer quand tu vois que tu es devant et pour créer du rythme et créer une dynamique. Mais il faut savoir aussi des fois le ralentir quand tu vois que tu as pris 2 paniers à 3 points de suite et que l'équipe est chaude. Ralentis le rythme, part sur un système un peu plus posé, fais un pick and roll avec Bagley. Et ça, c'est ce qu'on ne savait pas faire avec Jorger. Et c'est ce qu'on a su faire sur certaines séquences avec Walton. En fait, il faudrait mixer les deux. Il faudrait arriver à courir comme avec Jorger et jouer à peu près sur demi-terrain comme avec Walton. On aurait quelque chose d'à peu près correct. Ouais, c'est ça. En 2018-2019, on avait beaucoup pêché par inexpérience sur les fins de match. Beaucoup de matchs très serrés où on joue au coude à coude avec des équipes comme les Warriors, comme les Rockets, des trucs comme ça, où on perd dans les 2 dernières minutes parce que Fox n'était pas encore un excellent playmaker, qui ne savait pas encore prendre les bonnes décisions ou qu'on ne savait pas encore trop contrôler le jeu, comme tu le dis, Nico. Donc je pense que ça va être un aspect intéressant à observer cette saison. Je suis assez d'accord. Mais après, ça reste. Moi, je pense que ça reste un effectif qui est construit pour courir le plus possible. Ah oui, c'est oui. que maintenant, c'est en fait, même sans utiliser beaucoup de systèmes demi-terrain, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une progression collective sur du demi-terrain, quoi. Qu'on sente que Sacramento est capable de bien jouer sur le demi-terrain, même si elle le fait pas, même si ça se fait pas régulièrement, que dès que ça le fait bien, quoi. Ça va être ça le gros intérêt surtout de ce training camp et de cette saison, en fait, c'est que Sacramento puisse être une équipe capable de jouer sur le demi-terrain, même si c'est pas son ADN premier. Oh, mais je comprends pas. Pourtant, on a Corey Joseph qui joue demi-terrain. et qui défend en plus. Donc là, on a vraiment tout. On a la totale. Non, Corey Joseph, il lève les bras. Non, Corey Joseph, il se met en retard et rattrape ses erreurs défensives. C'est incroyable. Au moins, il les rattrape, quoi. Il fait bien semblant. Non, il les rattrape pas, mais tu le vois, tu le vois aller en surpression sur un joueur où il faut pas aller, il y a un gars libre et il va contester et tout le monde voit le contest, mais tu vois pas le gars qui laisse tout seul, quoi. C'est toujours ça. C'est exactement ça. Il va taper des mains, il va taper des pieds, tu vas dire, ouais, il est actif celui-là, et au final, c'est que du vent. Mais c'est comme Patrick Beverley. Hein. Patrick Beverley nous fait croire que c'est un lockdown défensif, alors que le mec fait juste qu'agiter les bras devant un porteur de balle. Hein. C'est ça, s'il est intense, Kevin Garnett, ce genre de joueur. Est-ce que ça suffit pas en NBA aussi pour bien défendre vu le niveau? Alors, ça dépend du mec que tu as en face de toi. Visiblement, pour bluffer les gens qui regardent, ça marche. Les analystes du NBA Twitter. Ouais, c'est ça, mais après est-ce que ça marche vraiment dans un roster? Je suis pas sûr. Bon, messieurs, du coup, on a à peu près fait le tour des sujets qu'on voulait voir ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, la preview, je pense que ça fera l'objet d'un nouveau live et on aura plus le temps de développer tous les sujets bien comme il faut. Donc, ton planning, là, on va exploser par contre. Regardez, là, il y a un poids, là. Déjà, j'ai vu que quand on a parlé d'Haliburton pendant 20 minutes, je fais putain, c'est bon, ça va être impossible à tenir. Nico, tu as l'air d'avoir changé d'avis sur Haliburton. En fait, je n'ai pas changé d'avis parce que dans le sens où, quand on l'a pris, je voulais Tyrese Maxey. Allez, vraiment, 3 quarts d'heure. Tyrese Maxey, je le voulais et le fait de voir tomber en 21, toi, tu dois te frotter les mains.
Ouais, de fou. Moi, Le fan de Philly, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir autant de bol? On a récupéré Daryl Morey. Ouais, voilà. Allô? Ouais. Ouais, excuse-moi, j'ai perdu l'oreillette. Mais donc, je voulais vraiment maxer parce qu'il lui, il défend très bien. Et il n'a pas beaucoup de stats en NCAA parce qu'il jouait pour un coach un peu frauduleux. Monsieur Calipari, il serait temps de partir de cette équipe. Et il y a beaucoup de joueurs de Kentucky, en fait, les Devin Booker, chez Gilus Alexander, même des Aaron Fox, où tu regardes leurs stats en fac, tu dis, ouais, c'est un joueur correct, et qui explose derrière parce qu'ils sont tués sous ce mec-là. Donc, j'aurais voulu ce mec-là. Maintenant, quand tu réfléchis, il y a un fit avec Fox. Si tu me dis, on le met titulaire, poste 1, aux Pistons, à New York, où il a tous les ballons, je vais rigoler très très fort à Liberton. Si tu me dis, je le mets à côté de Fox, je le mets à côté même d'un Devin Booker aux Suns, ça m'aurait pas choqué. Là, je te dis oui. Il va pouvoir faire quelque chose. Okay. Mais après, il est très intelligent et on va tous l'aimer. Dans ses interviews, dans le fait qu'il se batte, dans le fait qu'il va faire les petits trucs. Vous savez, quand on prenait des pick and roll et qu'il n'y a personne qui suivait, lui, il va suivre. Lui, il va mettre des petits tags pour ralentir un petit peu le roller. Et tous les petits trucs que personne ne fait d'habitude, lui, il va les faire. Donc, on va l'aimer. Maintenant, est-ce qu'il va être le All-Star annoncé, le futur Magic Johnson, comme j'entends sur certains plateaux NBA aux États-Unis? Clairement, non. Bon, Il faut descendre un petit peu. Ce sera un bon role player en NBA, un bon second ball handler. Il ne faut pas en attendre plus. La vraie draft, c'est l'année prochaine. C'est cette année qu'il faut être mauvais. Ah oui, cette année, il faut être dégueulasse. C'est le projet de tellement d'équipes. La draft qui arrive, elle va être tellement magnifique. Ah, mais tu sais que la Trash Talk, ils nous annoncent 24 victoires, je crois, dans leur preview. C'est énorme. C'est trop. C'est énorme. Faut qu'on en gagne 15. Parce qu'ils ont oublié qu'il y avait que 72 matchs cette saison. C'est ce que j'allais dire. J'allais à peine en donner 20 sur 82 matchs, mais alors sur 72, même pas la peine. Ouais, non, puis tu joues 4 fois les Warriors, 4 fois les Clippers, 4 fois les Rockets, 4 fois les Lakers. Non. Tu vas les jouer 3 fois. En fait, tu joues 3 fois. C'est 3 fois chaque équipe de conférence et 2 fois les équipes de la conférence adverse. Ouais, bah ça ouais, bon, tu tapes quand même des matchs. L'avantage, c'est qu'il y a l'Ouest. On va bien se faire saucer dans la Pacifique. Là, c'est ça, mais le désavantage, c'est qu'à l'Est, il y aura encore plus nul. C'est ça le problème. Donc, tu peux te retrouver 15e à l'Ouest et au final, être tout juste top 5 de draft. Bah ouais, en plus, avec votre chance légendaire de la loterie. Surtout avec le nouveau système de loterie où c'est 33, c'est ça? Pour les 3 équipes. Je sais plus. Ça, je sais plus, mais les 3 premières équipes ont une chance équivalente. Je sais plus du tout. Mais quand tu vois, moi, j'ai vu l'effectif des Pistons, c'est de New York. Le temps qu'il est bon. Je pense qu'on peut être bottom 5 NBA quand même. Oui. Oui, quand même. Bottom 5, oui. Après trade, oui, sans problème. Mais parce que là, rien que Buttigieg, Harrison Barnes, Fox, Bagley et Bjelica, ça gagne des matchs. Parce qu'on est pas trop fort. C'est un peu trop fort là pour l'instant. Ouais, c'était fort, mais quand tu vas aller jouer Chicago, qu'on aura viré de coach, où il y aura plein de blessés, que tu iras au Orlando où ils ne seront pas bons, que tu iras à Cleveland où Kevin Porter il sera encore fait arrêter et Drummond il sera en train de bouder, tu dois gagner des matchs avec cet effectif-là. Maintenant, l'Ouest, c'est une jungle. Quand je me dis que dans l'effectif des Grizzlies, je les mets 10, je fais waouh, c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Il y a les Spurs derrière nous, quoi. Il y a juste les Spurs qui sont. Pour l'instant, les Spurs, les Spurs ils sont encore devant. Après, eux, c'est un peu pareil. Ils sont un peu dans le même cas que nous, les Spurs, c'est qu'ils peuvent avoir 2 saisons, une avant et une après, les trades. Eux, ils ont beaucoup moins de talent que vous, je trouve, dans l'effectif en place. Enfin, en tout cas, ils n'ont aucun joueur du niveau de Fox et de Bagley dans leur effectif pour l'instant. Ouais, mais ils ont un coach au niveau NBA, c'est ça qui change un petit peu la donne. Mais il est bientôt parti. Là, pour le coup, oui. Il est à la retraite, là, il est en pré-retraite. Il est en pré-retraite, Pop. Donc après, il sera sûrement Becky Hammon, mais le truc, c'est que DeRozan et Aldridge, je comprends pas ce qu'ils foutent là pour les Spurs. Ils vont leur faire gagner des matchs. Et tant mieux pour Sacramento. Hein. Ah oui, ça c'est très clair. Maintenant, le plus beau tank à l'Ouest, il s'appelle Oklahoma. Ah, il est beau. Quand ton meilleur joueur, c'est Shai Gilgeous-Alexander, tu sais que... Le truc, c'est que je ne sais même pas si je peux te citer 6 joueurs d'OKC. Ça a tellement bougé. Le truc, c'est que c'est pas seulement leur meilleur joueur, c'est le seul. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans l'effectif. Ils vont mettre que des pics autour. Celui qui arrive à citer 3 joueurs, là, c'est quoi? George Hill, je crois. Il y a George Hill. Si, il y a George Hill, Théo Malédon. Poirier, non? Non, Poirier, il a fini aux Sixers. Du coup, il y a Horford, du coup. Il y a Horford, oui.
il y a Malédon qui doit être là-bas aussi, du coup. Mais Si, il y a Darius Bazley. C'est leur grand talent, apparemment. En fait, il y a tous les mecs qui se sont fait balader dans les trades qui ont atterri au KC finalement. Ouais, c'est un peu ça, George ouais. Hill à leur Ford. Tous Ça ceux qui ont intéresse pas, fait Bedil 2-3 destinations. Là. Ça les intéresse pas, Bah, Bedil Il y a si, pas mais en fait, Ariza aussi. mais connaissant leur GM, il va falloir rajouter un pic. Et je donne pas de pic pour dumper Buddy. Je préfère le garder. Ah bah non, mais puis vous, l'intérêt, c'est de récupérer des pics pour Sacramento. Bon, voilà. Et pas d'en Oui, donner. c'est l'inverse, ouais, c'est ça. De toute façon, il y a Vous êtes des, dans la moi, il y a même des équipe. GM. Il en a Dans tellement, la il peut ligue. pas en lâcher quelques-uns, lui. Qui De toute façon, Le GM de Katie, il veut pas en lâcher quelques-uns et il en a trop. Mais non, mais comme Presti, il fait une collection. Il veut drafter 7 fois par draft qui arrive, donc laisse-le tranquille. Il va encore aller en récupérer quelques-uns, et puis voilà. non, puis moi, il y a des GM par réflexe, je ne trade pas avec eux. Tu vois, quand Pat Riley m'appelle, je décroche pas. Je sais que je vais me faire enfler. Et si Pat Riley te propose un deal et qu'il dit t'inquiète, c'est gagnant-gagnant, tu sais que derrière, il y a un truc. Ouais, il y a une douille. Il y a Daniel. une douille. Pat Riley. Avant, je disais Daniel, mais Daniel, ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait un trade. Daryl Morey, pareil. Quand Daryl Morey m'appelle, je regarde avant. Je dis qu'est-ce qu'il me veut, lui. Tu vois, Magic Johnson, il m'appelle, je décroche, je rigole avec lui. Daryl Morey, Si Daryl Pat Morey Riley. t'appelle, c'est pour Tobias Harris. Hein. Ouais, mais non, garde-le. C'est le seul truc qu'il veut lâcher, Daryl Morey, je te rassure. Non, non. C'est bien Buddy, en fait. Tu vois chacun son contrat de merde, Nico. Profite de Buddy. Mais encore une fois, Buddy, Il est c'est à pas moins de tant 30 millions. ça, parce que en plus du contrat dégressif, il a un contrat, je crois que c'est pire qu'une assurance. Il a des clauses partout C'est ça. pour augmenter le contrat. Donc, comme il n'a pas fait une bonne saison, il est sur le contrat de base à 86 millions et l'an prochain, il est à 24. L'année d'après, il est à 22. Moi, quand je vois le contrat de Gordon Hayward, je me dis, Buddy, c'est pas mal en fait le contrat. Ah, mais quand tu vois que Paul George, il va toucher 52 millions à 35 ans. Non, mais ne parlons pas de Salut, Paul les George là. copains. Putain, ce mec-là, c'est vraiment. Ce contrat est absolument scandaleux. Là. Quand tu vois le mec à 35 ans, il va toucher 50 briques. Et puis on peut parler du contrat de Jono encore. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une très bonne affaire, Buddy. C'est ça. oui, bah, Parallèlement, je pense il y a que toujours c'est pire pas autour. Hein. Il y a toujours pire autour de toi. Ramenez Vladé. Hein. Je rigole. Le meilleur résultat avec Vladé, c'est 9e. Bah, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas fait 9e à l'Ouest? 2006 sûrement. Bah ouais, c'était avec le meilleur Cousine, bilan. on fait jamais 9e. Même la Bon, saison. On tape pas les 30 avec Cousine, si, peut-être une fois. Bah, la saison Georges Karl Rondo Rudiger, on fait pas 30 victoires, 35 victoires. On fait pas, ouais, peut-être, ouais. La dernière, dernière. fois, 38 ou 39 victoires, c'est la dernière saison de Rick Adelman en 2006. Donc, Bon, on fait 39 avec Jorger. Ouais, mais avant ça. Non, mais je veux dire avant Jorger. Ah oui, ouais, pardon. Ouais, voilà. Bon, bah, messieurs, on va sur ces bonnes paroles, on va se quitter et puis on va se refaire un petit live bientôt pour parler de preview free agency, peut-être tirer quelques conclusions s'il en est de parler un petit peu des matchs de pré-saison, s'ils ont lieu, parce que pour l'instant, ils ont lieu. C'est parti. Ouais, il n'y a pas eu Important, il faut m'expliquer comment ça joue. Oui, parce que Portland ne s'est pas encore entraîné au final. Une annonce pour demain soir, toujours pas. Ouais, donc, faut m'expliquer comment ça joue, Portland. Après, la NBA. Ah, Portland, non, Portland, ça va bien jouer. Hein. Ils ont fait des moves intéressants. Hein. Non, mais en termes d'entraînement, ils ne sont pas entraînés encore avec le Covid. Ah oui, non. Ah bah ça va être marrant. Et comment ça va jouer? Là, on est censé les jouer dans la nuit de vendredi à samedi. Je vois pas comment on se déplace. Vous avez jamais de chance, vous, les Kings. Hein. C'est un truc de ouf. Même quand vous êtes censé commencer votre pré-saison, vous faites